Bonjour Philibert et bienvenue parmi nous. Donc demande à Cédric numéro 10, je vais attendre vos questions. Là on est 12 déjà, 11. Donc les questions devraient arriver. Je suis normalement prêt pour y répondre. Je réfléchis si j'ai des choses à vous dire, certainement un certain nombre qui vont me venir pendant le demande à Cédric. En tout cas, merci d'être là. Et puis, aujourd'hui, le soleil n'est pas au rendez-vous sur Avignon, mais en tout cas, il fait jour tard avec ce changement d'heure de la semaine dernière, donc ce qui est plutôt positif. Et voilà. Donc, j'ai pas. Si, on va avoir les premières questions qui vont arriver. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et puis on va pouvoir démarrer. Je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. J'ai l'impression que ma voix est déjà partie alors qu'habituellement elle part au bout d'1h30. Mais on va voir. On va voir si comment ça se passe. Alors, Michel. Mon équipement. Bonjour Michel. Mon équipement Windows 7 64 bits et je navigue sur Chrome pour transférer un fichier ou un dossier vers un disque dur externe par exemple. Quelle différence y a-t-il entre envoyer vers et faire un copier-coller, faire un cliquer-glisser et déposer? Quelle méthode? Alors, c'est une bonne question, Michel. On va dire qu'entre guillemets, les trois possibilités vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'envoyer vers, vous allez avoir la possibilité de sélectionner un certain nombre de périphériques. Donc c'est un petit peu la limitation de l'envoyer vers, parce que lorsque vous faites clic droit sur un fichier, moi je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, je vais partager mon écran, on va regarder si je peux faire envoyer vers. Alors ça, je voudrais pas fermer les choses, voilà, ça je devrais pouvoir le fermer. J'espère qu'on est toujours là. Oui, ça a l'air d'être le cas. Alors, j'ai pas de fichier, c'est pas grave. Je vais en créer un. Nouveau document texte. Voilà, clic droit. Est-ce que j'ai envoyé vers? Oui, envoyé vers. Donc ici, ce à quoi vous faites référence, Michel, c'est quand vous faites un clic droit, vous avez la possibilité de choisir envoyer vers, vous voyez. Et ici, vous avez un certain nombre de choses qui sont présentes. Le souci, c'est que vous ne pouvez pas envoyer vers n'importe quoi. Par exemple, ici, moi, je n'ai pas mes disques durs. Si par exemple, j'ouvre l'explorateur de fichiers, on s'aperçoit que sur mon ordinateur, j'ai un disque dur D, un disque dur E, que j'ai un lecteur CD, mais je ne vais pas avoir la possibilité, lorsque je fais un clic droit et que je choisis envoyer vers, je n'ai pas la possibilité de les envoyer par exemple sur mon lecteur, sur mon disque dur D ou sur mon disque dur E. Donc ça c'est une première limitation de envoyer vers. Donc pour moi, envoyer vers, je l'utilise une fois tous les 2 ans et encore. Ensuite, votre question concerne donc soit le cliquer-déposer, soit le copier-coller. Alors, lorsque vous allez faire un copier-coller, l'avantage c'est que vous savez exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs possibilités de faire un copier-coller. Donc, soit je fais un clic droit et je choisis copier, ou alors je peux également utiliser le raccourci clavier, la touche CTRL plus C qui va me permettre de faire CTRL-C, qui est l'équivalent de copier. Donc une fois que j'ai copié mon fichier, je vais avoir la possibilité de le coller un petit peu à l'endroit de mon choix. Donc si je souhaite par exemple le coller ici dans les vidéos, je me rends dans le dossier, dans mon disque dur D qui s'appelle vidéo, et ici je peux faire soit un clic droit et choisir coller, et auquel cas il aura été collé depuis l'endroit de destination. Donc là je peux faire supprimer. Je peux également utiliser le raccourci clavier CTRL-V qui va avoir exactement le même effet que clic droit coller. Voilà, j'ai fait CTRL-V et ça a collé le texte. Et ensuite, pour moi, le copier-coller, c'est le mieux. Qu'est-ce qui se passe si vous faites un glisser-déposer, comme vous dites ? Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Là, j'ai mon disque D, là, j'ai mon fichier d'origine, et si je le prends et que je le glisse, il va être copié, exactement comme si j'avais fait copier-coller. Il y a cependant une petite subtilité, c'est que là, il s'est copié parce que je l'ai mis sur un autre disque dur. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que si je vais sur C, vous voyez, là je suis sur C, et ce document est sur C lui aussi, puisqu'il est sur mon bureau de mon dossier utilisateur. Et la petite nuance, c'est que si je fais un cliquer-déposer alors que je suis sur le même disque dur, il va le déplacer et non pas le copier. Donc si je le prends et que je le glisse, alors déjà, j'ai pas les autorisations, donc je vais le mettre dans un autre dossier où je pourrais éventuellement avoir les autorisations, dans mon dossier utilisateur, dans mes documents, voilà. Donc si je le glisse ici,
eh bien, il va être déplacé. Vous voyez, il n'est plus sur mon bureau et il est en revanche sur mes documents. Pourquoi ? C'est parce que le fait de faire un glisser-déposer avec le clic gauche, eh bien, vous aurez, si vous êtes sur le même disque dur, il va déplacer le fichier et non pas le copier. Alors, pour pallier à ça, si vous êtes sur le même disque dur, donc sur C en l'occurrence, vous avez la possibilité, au lieu de faire un glisser-déposer avec le clic gauche, vous pouvez faire un glisser-déposer avec le clic droit. Ça veut dire, au lieu de glisser-déposer avec votre clic gauche, vous glissez-déposer avec votre clic droit. Donc là, j'ai utilisé mon clic droit. Et lorsque je vais lâcher mon clic droit, il va me proposer différentes options. Et à ce moment-là, si je souhaite, je pourrais copier ici. Et le fait que je sois sur le même disque dur, le fait de l'avoir fait avec le clic droit, eh bien, m'a permis de le copier et non pas de faire qu'un seul déplacement. Voilà la petite subtilité entre les trois choses que vous devez savoir, Michel. Et moi, j'ai l'habitude d'utiliser le copier-coller par l'intermédiaire des raccourcis. C'est ce que je trouve le plus pratique et le plus rapide. Donc voilà, CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper et CTRL-V pour coller. Alors faites attention avec le CTRL-X parce que couper, ça l'enlève de l'endroit où vous allez vouloir le déplacer. En tout cas, voici la différence fondamentale entre les trois techniques que vous évoquez. Et je pense que, honnêtement, la plus simple, c'est de faire un clic droit, de choisir copier, de faire un clic droit, de choisir coller. Vous savez exactement à l'endroit où vous copiez, vous savez exactement à l'endroit où vous collez. Ça évite toutes les erreurs. Après, pour ce qui est de la rapidité, comme je vous l'indiquais, je préfère moi utiliser les raccourcis clavier, CTRL-C, donc la touche CTRL plus C, CTRL plus V pour coller, et CTRL plus X pour couper. Mais faites attention avec celle-ci. Voilà Michel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et merci pour les précisions que vous avez indiquées dans votre question. Lorsque vous allez poser une question, n'oubliez pas d'indiquer un maximum de précision pour que je puisse vous répondre également avec le plus de précision possible. Nicole, bonsoir Nicole, bienvenue parmi nous. Alors, Yvette, bonjour Cédric, pour démarrer mon portable sous Windows 7, je dois parfois retirer la batterie. Faut-il l'enlever quand je travaille sur secteur ? Alors, Yvette, c'est un problème que j'ai déjà entendu ce problème, je ne sais plus tout à fait d'où il vient, peut-être un dysfonctionnement de la batterie. C'est un petit peu embêtant. En ce qui concerne votre question, alors moi personnellement, avant je conseillais d'enlever la batterie à mes clients, c'était avant de savoir ce que je vais vous dire ce qui suit. Donc voilà, je me disais pour économiser la batterie, pour économiser les cycles de rechargement de la batterie, pour économiser ce genre de choses, c'était mieux d'enlever la batterie lorsqu'on était sur secteur. Donc il y a un premier inconvénient évident, c'est que la batterie ne joue plus son rôle d'onduleur, entre guillemets, c'est-à-dire que quand le courant va se couper, comme il n'y a plus la batterie, eh bien votre ordinateur va se couper également, comme se couperait votre ordinateur fixe. Donc ça c'est un demi-problème. Et ensuite le second problème, c'est que j'ai lu des choses concernant les batteries, donc c'est important de les laisser. Moi avant je conseillais de les enlever et moi-même je l'enlevais sur mon ordinateur portable, sur mes ordinateurs portables. Mais l'inconvénient, c'est que la batterie a pour rôle de jouer un peu le fusible. C'est-à-dire qu'elle va être là pour réguler les tensions qui peuvent arriver directement depuis le secteur. Donc il vaut mieux laisser la batterie parce que ça permet de réguler justement les petites surtensions et sous-tensions que le courant électrique pourrait vous envoyer. Donc avant, je déconseille de l'enlever et maintenant, je conseille de la laisser. C'est vrai que les cycles de batterie vont s'en retrouver un petit peu écourtés, mais aujourd'hui, les ordinateurs portables sont beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient avant. Enfin, c'est mieux pensé. Et si vous voulez, la batterie ne va pas se recharger tout de suite. Elle va attendre qu'il y ait besoin d'un certain qu'elle ait baissé d'un certain pourcentage pour se recharger. Donc les cycles sont plutôt intelligents maintenant et c'est moins ennuyeux qu'avant, les batteries ont également changé. Donc voilà, vous pouvez la laisser. Après, en ce qui concerne votre problème, j'ai pas forcément de solution tout de suite. Éventuellement, soit on peut continuer sur le forum si vous voulez. Donc, vous postez cette question pour qu'on essaye de trouver. Et si vous voulez qu'on le fasse maintenant, on pourra regarder tout à l'heure. En tout cas, moi, je vous conseille de la laisser si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas parce que vous rencontrez ce problème, à ce moment-là, enlevez-la. Ça peut venir d'un défaut de votre batterie qui fait que l'ordinateur redémarre. J'avais déjà eu ce problème chez une cliente.
lente et on avait été obligé de laisser la batterie, laisser la batterie enlevée. Voilà. Donc, affaire à suivre. Si vous souhaitez, on continuera un petit peu tout à l'heure et sinon, eh bien, on reviendra sur le forum ou ailleurs. On pourra regarder un peu sur Internet ce que disent les gens. Voilà Yvette. Alors, Bernie. Bonjour Cédric, nous sommes au Québec, j'aime bien tes vidéos. Depuis que j'ai installé Windows 10 Pro, lorsque je vais pour désinstaller un programme dans le panneau de configuration, il ne m'indique pas la date d'installation. Il faut absolument que j'approche. Alors, Bernie, bonsoir, il manque un petit morceau à votre question. Donc, lorsque vous allez taper une question dans le panneau qui se trouve sur votre droite, en théorie, eh bien, vous êtes limité à 256 caractères. Vous avez un petit décompte quand vous tapez et lorsque vous êtes arrivé à 0, ça veut dire que ce qui suit ne sera pas indiqué sur votre question. Donc, regardez bien ce timer parce que là, vous avez apparemment dépassé les 256 caractères et du coup, je n'ai pas la suite de votre question, mais peut-être elle est là. Non, elle n'est pas là. Donc voilà, donc le fait que vous n'ayez pas la date, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est un souci lorsque vous avez migré? Est-ce que vous avez migré d'ailleurs? Depuis que j'ai installé Windows 10 Pro. Alors, je pense que ça n'a rien à voir avec Windows 10 Pro. On va regarder comment ça se passe chez moi dans Programmes et fonctionnalités. J'ai aussi un Windows 10 Pro, me semble-t-il. Et moi, j'ai la date, mais cependant... ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai réinstallé de zéro mon Windows 10. Je n'ai pas fait une mise à jour depuis le logiciel que j'avais avant. Alors, est-ce que votre question concerne le fait que vous n'ayez pas la taille? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'apparaît pas? Auquel cas, vous pouvez faire un clic droit n'importe où et choisir de cocher taille. Vous voyez, là, j'ai enlevé taille et du coup, ça a disparu des champs qui étaient disponibles dans mon programme et fonctionnalités. Et si je souhaite le rajouter, je peux faire un clic droit n'importe où, ici dans la barre horizontale qui se trouve où il y a le nom, éditeur, installer le version, faire un clic droit et choisir de rajouter taille en cochant ici. Et si toutefois vous ne voyez pas la taille, c'est peut-être aussi parce que lorsque vous allez cliquer en haut à droite ici sur le triangle, vous avez plusieurs possibilités de voir les différentes choses. Si par exemple vous êtes en petite icône, vous voyez ici on ne voit pas la taille. Donc ça peut être un petit peu toutes des pistes à explorer. Moi personnellement, je préfère détail, ça me permet de voir un maximum. Mais si vous préférez grande icône, petite icône, vous pouvez un peu faire comme vous le souhaitez. Voilà, je choisis détail, ça me permet de voir un plus grand nombre d'informations. Ah, et j'ai pas partagé mon écran, évidemment. Donc vous n'avez rien vu, on recommence. Alors c'est parti. Je repartage mon écran, désolé Bernie. Donc ce que je vous indiquais, lorsque vous faites un clic droit sur le menu démarrer, que vous choisissez programme et fonctionnalités, ici, en ce qui me concerne, voilà, on voit que la taille est disponible, la date également. Et si je fais un clic droit sur la date, je peux enlever par exemple installer-le. Et là, on ne voit plus la date à laquelle ça a été installé. Donc si je souhaite la rajouter, je fais un clic droit, je reclique sur installer-le. Et là, eh bien, j'ai la possibilité à nouveau d'avoir installé-le. Ce que je vous disais également, c'est lorsque vous cliquez ici en haut à droite et que vous cliquez sur le triangle, si vous êtes en petite icône, vous n'avez pas d'informations disponibles. Il faut que vous soyez ici en détail, me semble-t-il. Et je ne sais pas si en liste ça fonctionne. Non, vous n'avez pas la taille non plus. Donc il faut impérativement que vous soyez en détail à cet endroit-là. Voilà, je ne me attarde pas trop sur la question, mais vous avez la possibilité. Donc vous cliquez droit, ici et vous choisissez ce que vous souhaitez voir affiché. Une petite précision maintenant que je suis là, tant pis, c'est que vous voyez ici, il y a un petit triangle qui est pointé vers le haut et qui est cliqué sur nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il va trier par nom, par ordre alphabétique de A à Z, les choses. Si vous cliquez ici sur nom, le triangle va se retrouver en bas et il classe à l'inverse, de Z à A. Et donc vous pouvez faire la même chose pour l'éditeur, pour installer-le, pour la taille, pour la version. C'est-à-dire que si vous voulez savoir les derniers programmes que vous avez installés, vous cliquez sur installer-le et là, eh bien, les derniers programmes que j'ai installés, donc ça doit être... Eh oui, tout à fait. Donc les derniers programmes que j'ai installés, c'est Google Chrome parce que j'ai eu un souci avec mon Google Chrome, donc je l'ai réinstallé. Et puis les programmes de la Creative Suite, que sont Dreamweaver, InDesign, etc., etc. Donc dans un souci de clarté, je clique en général sur nom pour avoir les noms de A à Z pour les retrouver plus facilement. Mais je peux également cliquer si je le souhaite sur installer-le et ça me permet de voir les derniers programmes qui ont été installés si toutefois je rencontre des difficultés avec mon Windows et de me dire bon, est-ce que c'est ces derniers programmes que j'ai installés qui sont ennuyeux?
Voilà. Bon, j'espère que cette fois, j'ai partagé mon écran et que tout s'est bien passé et que j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter un complément et n'oubliez pas, toutes et tous, la règle des 256 caractères qui, une fois que vous les avez dépassés, je ne vois pas la suite. Voilà Bernie. Allez, donc on va y aller. Donc je vais répondre donc à la question de Bernie. Merci en tout cas de me regarder du Québec. J'ignore quelle heure il est chez vous, mais en tout cas, voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais repartager mon écran. Donc, lorsque vous avez ici fait un clic droit sur le menu démarrer, vous avez la possibilité d'accéder à programmes et fonctionnalités qui se trouvent ici. Et là, eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Le nom, l'éditeur, la date d'installation, la taille, la version. Si vous n'êtes pas en détail, comme je le suis ici, lorsque vous cliquez sur le triangle ici, vous êtes par exemple en petite icône, vous n'avez pas les informations de taille, de date, etc. Donc, il faut forcément ici être en détail. Et si vous ne voyez pas la date d'installation, eh bien, vous pouvez faire un clic droit et vous assurer ici que installez-le est coché. Parce que vous voyez, je viens de le décocher. Pardon. Et là, eh bien, du coup, je n'ai plus la taille, la date d'installation. Donc, je fais un clic droit et je choisis installez-le. Et là, eh bien, ma colonne installez-le réapparaît. Donc, j'espère que c'est votre problème, Bernie, et pas que vous avez certaines dates qui n'apparaissent pas. Auquel cas, là, c'est un problème que vous ne pourrez pas vraiment corriger. Il y a eu un souci lorsqu'il y a eu le transfert peut-être vers Windows 10 et certaines informations de la base de registre n'ont pas été reprises ici dans ce panneau de configuration. Ça, c'est pas très grave si c'est juste ça. Si les informations de désinstallation sont toujours disponibles, bon, bah, c'est un moindre mal. Hein, je ne sais pas pour quelle raison vous avez besoin de connaître la date à laquelle vous l'avez installé, mais en tout cas, voilà. Donc, je ne sais pas si la caméra va pouvoir faire la mise au point. Oh là là, aujourd'hui, ah voilà, ça y est quand même un peu. Aujourd'hui, on a des petits soucis techniques. Hein. Alors, les gens commencent à revenir. Voilà, Sébastien nous dit que la transmission refonctionne. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça m'a pris un petit quart d'heure de tout relancer, c'est pour ça que ça n'est pas arrivé tout de suite. J'espère que ceux qui étaient là tout à l'heure vont avoir la possibilité de revenir, de rafraîchir leur page. Je ne l'avais pas indiqué parce que ça fait 2 fois que tout se passe bien. Et là c'est vrai que c'est un petit cafouillage. Bon, en tout cas, Bernie, j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, je vous apporterai un complément là si vous l'ajoutez. Oui, Sébastien, en effet, c'est bien que ça refonctionne. Bon, néanmoins, tout le monde n'est pas revenu. Nous sommes 5, 6. Ah, ça y est, ça commence à revenir. Malheureusement, je n'ai plus vos questions, donc vous allez être obligé de les reposer. Je suis désolé. Le plantage a fait que mon Hangout s'est aussi arrêté. J'ai perdu les questions. J'ai un peu tout perdu. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de chez Google ou si ça vient d'ici. Écoutez, on va continuer. J'ai l'impression que c'est un peu ce soir, c'est un petit peu aléatoire. J'ai eu beaucoup de mal à connecter la première fois. Je vais quand même réessayer pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Allez, on va dire que c'est bon. Allez, c'est reparti. Alors, merci pour la vidéo sur les mises à jour. À quand la suite? Alors, la vidéo sur les mises à jour. C'est quoi la vidéo sur les mises à jour? Je vais essayer de me remémorer parce que les vidéos, j'en fais un certain nombre. Alors, la vidéo sur les mises à jour, je suppose que c'est peut-être avec WSU Offline. Auquel cas, si c'est ça, la suite de la vidéo 83, donc ce sera la semaine prochaine. La vidéo est déjà tournée, mais voilà, il faut que je la monte, il faut que je l'intègre sur le site, il faut que je fasse un certain nombre d'opérations. Je ne voulais pas tout faire d'un coup parce que ça aurait fait une vidéo qui aurait été vraiment très longue et puis c'est plus simple d'avoir d'un côté la récupération des mises à jour et de l'autre côté la mise en place, surtout que j'ai rencontré quelques difficultés lors des mises à jour, donc ça pourra être intéressant justement de voir ça, comment ça s'est passé. Elle devrait être disponible la semaine prochaine, donc là aujourd'hui on est vendredi 1er avril et ça devrait être disponible dans l'espace membre lundi, mardi ou mercredi. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais traiter vu qu'il faut que je la monte et que je l'intègre, donc ça c'est un peu long, mais voilà, une fois que la vidéo est tournée, après c'est juste un processus qui se met en place, mais en tout cas, ça devrait arriver la semaine prochaine sans souci. Voilà Sébastien. Allez, Yves nous dit que c'est reparti. Oui, je suis bien content que ça le soit. On est 6, je sais pas combien on était tout à l'heure.
peut-être un petit peu plus. Bon, j'espère que les gens vont avoir l'opportunité de revenir. J'espère que voilà, ce sera bon. Alors, certainement de Google, car je vous regarde avec Mozilla Firefox. Ça n'a rien à voir, hein, Daniel. C'est juste, soit c'est les serveurs de YouTube qui ont des soucis à la fois diffuser ce que j'envoie et à la fois que vous puissiez le récupérer de votre côté, ou alors ça vient de mon ordinateur ou de mon installation. Auquel cas c'est ce qui serait presque le mieux, parce que là, le fait que j'ai tout redémarré, ce serait bien. Parce que si c'est un souci avec YouTube, ça veut dire que ça peut à nouveau se reproduire. En tout cas, on va voir. On va voir. Merci en tout cas pour votre retour, Daniel. En espérant que tout se passe bien. Alex, bonsoir Cédric et à tous. Quelques petits soucis à se connecter. Oui, tout à fait, Alex. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, puisque les 2 derniers demandes à Cédric se sont bien passées. Mais là, ce soir, on rencontre des difficultés. J'ai eu des difficultés à mettre en place le premier. Il a fallu que je le fasse 2 fois. Plus ce petit plantage-là. Bon, c'est un petit peu aléatoire ce soir. Mais bon. Les joies de l'informatique, nous allons dire. En tout cas, merci d'être là, Alex. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, Bernie. Bonsoir Cédric. Comment supprimer un contact dans le carnet d'adresses, dans la boîte de Gmail lorsqu'on vient pour taper un nom, il y a des noms qui apparaissent. Comment les enlever de ce carnet d'adresses? Alors, je suis en train de réfléchir si je vais vous montrer ça avec mon compte Gmail, parce que je voudrais pas que ça coupe comme on avait fait avec Morissette dans les premiers demandes à Cédric. Je sais que vous avez une option, donc vous pouvez vous rendre. Je vais partager mon écran. Il y a un certain nombre de choses que je vais pouvoir vous indiquer, que vous allez pouvoir voir sur le site. Alors, on y va. Donc là, je sais que dans le cours thématique Gmail, ici, il y a une première piste qui est la gestion des contacts. Gérer vos contacts dans Gmail. Donc ça, c'est un premier pas que vous pouvez aller voir. Et je sais que j'avais fait une autre vidéo. Je suis en train de chercher. Alors, est-ce que j'aurais un compte Google qui pourrait éventuellement un compte Gmail? Est-ce que je suis connecté? Non. Le problème, c'est que je vais plus me souvenir des... Est-ce que j'ai un compte C Chabroli? Est-ce que je vais avoir des contacts dessus? C'est une autre histoire. Oh là là, ça a fonctionné. Bon, alors là par contre, j'ai la validation 2 étapes. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors, je ne sais pas si je vais avoir des contacts ici. Je ne sais pas quelle est cette adresse, je me rappelle même plus. Alors, voyons voir, dans les contacts. Ah bah voilà, c'est une adresse, ici que j'avais mis comme ça. Donc j'ai quelques contacts qui sont totalement des faux contacts. Et il me semble que dans les préférences, quelque part, on doit pouvoir ne pas enregistrer. Donc paramètres. On doit pouvoir ne pas enregistrer les contacts automatiquement. Mais alors je ne me souviens plus à quel endroit c'est. Je ne me souviens plus du tout à quel endroit c'est. Non, là, je vais pas pouvoir vous répondre. Ce que je sais, c'est que j'avais fait une vidéo également dans les vidéos gratuites, là, dans toutes les vidéos gratuites, lorsque vous survolez Accueil Espace Membre et que vous choisissez toutes les vidéos gratuites, j'avais fait ça, mais à moins que ce soit dans les vidéos outils. Il y a tellement de vidéos maintenant que j'ai du mal à m'y retrouver moi aussi. Voilà, supprimer le remplissage automatique des contacts. Néanmoins, c'était sur outlook.com et je suis pas sûr que ça fonctionne sur Gmail. Je ne me souviens plus à quel endroit dans Gmail la gestion des... Est-ce qu'il y a des paramètres ici? Non, pas sûr. Parce qu'il doit y avoir des contacts qui s'enregistrent. Et comment faire en sorte que les contacts ne s'enregistrent pas? Je ne sais pas.
Ça doit être quelque part dans les préférences, si toutefois c'est dans les paramètres. Vous cliquez sur la croix dentée en haut à droite et vous choisissez paramètres. Et à cet endroit-là, vous devriez avoir quelque chose qui vous indique de ne pas enregistrer les contacts automatiquement. Mais là, de tête... Bon, je vais pas perdre de temps avec ça. Alors attendez, on va essayer de chercher. Donc, ne pas... Alors, ne pas enregistrer automatiquement les contacts dans Gmail. Voilà, on va sûrement trouver une réponse ici. Rendez-vous dans les paramètres. Ok, dans l'onglet général, recherchez le paramètre, ajouter des contacts pour la saisie automatique. Ah, on va y arriver. Alors, c'est à quel endroit dans l'onglet général? Alors, voyons voir. Donc là, je suis dans général. Voilà, c'est ici. Alors, je recommence. Donc, vous vous rendez dans votre Gmail, vous cliquez en haut à droite, vous choisissez paramètres, vous vous assurez d'être dans l'onglet général et vous recherchez ici... Je l'ai perdu. Ah voilà. Ajouter des contacts pour la saisie semi-automatique et vous cochez j'ajouterai moi-même les contacts au lieu que ce soit ajouter les nouveaux contacts auxquels j'envoie un message à la liste autres contacts, etc. Donc vous choisissez ici j'ajouterai moi-même les contacts et en théorie vous devriez être tranquille avec ça. Voilà. Tenez-nous informés de savoir si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas c'est dans cet endroit-là qu'il faut chercher Bernie. Voilà. Allez, on repart. Ça y est, nous sommes à nouveau 10, donc là j'ai l'impression que ça refonctionne, j'ai relancé l'enregistrement, ça a l'air d'être bon. Allez, on continue. Cédric, sur Windows 10, quand j'utilise la fonction envoyer vers, aucun périphérique n'apparaît. Que faire? Alors, c'est une bonne question, Alex. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais partager mon écran. Et on va aller chercher sur internet parce que je dois pas être en mesure de... Je me souviens plus comment ça se passe. Donc c'est quoi la fonction envoyer vers? J'en ai parlé un petit peu au début. C'est lorsque vous avez un document, un dossier, quoi que ce soit, vous pouvez faire un clic droit et choisir envoyer vers. Et là vous avez un certain nombre de choses qui est disponible et un certain nombre de choses qui n'est pas disponible. Comme je l'indiquais au début de la vidéo par exemple, lorsque j'ouvre mon explorateur de fichiers et que je vois mes disques durs ici, je vois que j'ai 3 disques durs, C, D et E. Et lorsque je fais un clic droit ici pour choisir envoyer vers, et bien par exemple D et E n'apparaissent pas. Vous voyez, envoyer vers, je n'ai ni D ni E. Et donc j'aimerais bien, si par exemple je souhaite envoyer sur D ou sur E, avoir l'envoyer vers. Mais je dois vous avouer que comment rajouter dans envoyer vers, je le savais avant. Il me semble qu'il faut se rendre dans Windows. Et ici, quelque part, on doit avoir un dossier qui s'appelle Send to. Mais où est-il? À moins que ce soit en une seule fois. Non. Alors, je me souviens qu'il y avait un dossier Send2, mais ça c'était il y a tellement longtemps que ça ne doit plus être d'actualité. Donc, on va regarder sur Google rapidement ce qu'il nous raconte. Donc, ce qui est intéressant, je trouve aussi dans les demandes à Cédric, c'est il faut que vous regardiez la façon que je fonctionne. C'est-à-dire que là, j'ai pas la réponse à la question et je vais aller sur Google chercher des informations. C'est dès lors où vous allez savoir rechercher et que vous aurez le vocabulaire, vous n'aurez plus besoin de personne. Enfin, vous aurez besoin d'Internet, mais voilà. Donc, vous vous rendez sur Google et vous commencez à taper des choses. Donc, si ce que vous tapez, vous n'avez pas de réponse pertinente, eh bien, il faut changer les mots-clés, il faut changer la façon de formuler et vous devriez trouver. Et si vous manquez... de vocabulaire, eh bien vous commencez à taper avec vos mots à vous, et si vous voyez, vous verrez d'autres formes de vocabulaire qui apparaissent, et vous pourrez affiner votre recherche. Donc là, on va faire ajouter dans envoyer vers. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de basique. Ajouter dans envoyer vers, personnaliser la commande envoyer vers, et en théorie, on a la bonne réponse. Donc on se rend sur le site. Et là, sur le site comment ça marche, eh bien, il va nous indiquer. Donc, enrichir ou nettoyer le menu envoyer vers, si vous souhaitez ajouter, etc. Donc, accéder. Donc ici, il y a un tutoriel, et sinon, ajouter un raccourci Send2. Alors, c'est dans le nom d'utilisateur.
Mais alors, est-ce que c'est dans Windows 10 ? C'est une autre histoire. On va regarder. Donc en théorie, c'est dans C, Documents et Settings, nom d'utilisateur, Send to. Je me souviens pas avoir vu ça, mais on va quand même regarder. Alors, on recommence. Donc, ils disent d'aller dans Documents et Settings. Donc, vous allez sur votre nom d'utilisateur. Vous allez dans Utilisateur, Documents et Settings. Donc là, par exemple, c'est pas pour Windows 10. C'est pour certainement les versions de Windows 7. Et je crois, je vais quand même le vérifier, mais je crois que vous m'avez dit que vous êtes sur Windows 10. Donc, on va affiner notre recherche. Ajouter, envoyer vers. Voilà, on va mettre Windows 10 à la fin. Ajouter un emplacement dans le menu contextuel. C'était pour Windows 8, mais il y a des fortes chances que Windows 8 ou Windows 10 ce soit un petit peu pareil. Donc, voilà, c'est ici. Donc là, ça se trouve dans AppData, Microsoft, Windows, Send to. Donc ça va être... Où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver ? Alors, on va quand même essayer d'y aller à la main. Alors, donc, on recommence. Donc, je retourne sur C. Ensuite, je vais aller dans Utilisateur, mon nom d'utilisateur. Et là, je n'ai pas le dossier AppData qui apparaît. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un dossier qui est caché. Donc, je vais choisir Affichage et je vais cocher ici Éléments masqués pour que les éléments masqués apparaissent. Vous voyez, donc le dossier AppData vient d'apparaître. Donc, vous cliquez sur Affichage. Vous cochez éléments masqués et ça va vous faire apparaître les éléments masqués. Donc je vais dans le dossier AppData et là je n'ai pas du tout la même chose qu'ils ont ici. Alors pourquoi ? Bon, eh bien peut-être que c'est parce que c'est ailleurs, mais où ? Est-ce que c'est dans Windows ? Non. Alors c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, voilà, c'est parce que utilisateur s'échappe. Alors voilà, parce que en fait, si vous voulez, la commande ici était incomplète, donc il a fallu bricoler. Alors, je recommence. Donc, vous cliquez sur le menu démarrer, vous choisissez explorateur de fichiers. Une fois que vous avez fait explorateur de fichiers, vous allez choisir de rentrer dans le disque local. Ensuite, vous n'oubliez pas dans affichage d'avoir coché éléments masqués. Et ensuite, vous allez suivre le chemin que je vous indique. Donc, vous allez dans votre dossier utilisateur. Vous allez ensuite dans le nom de votre ordinateur. Donc, moi ici, c'est C#. Ensuite, vous allez vous rendre dans AppData, qui est donc un fichier caché. Vous allez ensuite aller dans Rehoming, qui est ici. Ensuite, vous allez aller dans Microsoft. Ensuite, vous allez aller dans Windows. Ensuite, vous allez aller dans Send to, qui est ici. Et là, vous allez avoir la possibilité de rajouter des raccourcis. Donc, par exemple, si je veux mettre mes deux disques durs qui sont dans mon explorateur de fichiers ici, je vais avoir la possibilité d'effectuer un clic droit en glissant vers le dossier Send to. Attention de ne pas faire un clic gauche, quoique le clic gauche peut-être ça pourrait fonctionner également, mais je préfère vous l'indiquer avec le clic droit. Donc vous faites un clic droit sur ce que vous souhaitez rajouter en Send to, et lorsque vous êtes ici, vous lâchez le clic droit et vous choisissez créer un raccourci ici. Donc moi je vais épurer le nom parce que je ne veux pas que ça s'appelle des raccourcis, donc je vais l'enlever. Donc là j'ai rajouté des et je vais aussi rajouter E par la même occasion. Donc je fais un clic droit, je choisis créer les raccourcis ici, je vais mettre E. Et là en théorie, lorsque je vais fermer cette fenêtre, si je fais un clic droit et que je choisis envoyer vers, eh bien j'ai bien mes deux disques durs qui apparaissent, donc D que je viens de rajouter et E que je viens de rajouter. Donc si je clique ici sur D, en théorie, remplacer le fichier parce que je l'avais déjà mis tout à l'heure pour les besoins de la démonstration. Et là, quand je clique sur D, eh bien, j'ai bien mon document qui est arrivé ici. Je vais le refaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Clic droit, envoyer vers, D deux points. Et là, eh bien, vous voyez, il a été copié ici. Voilà, donc ça, c'était un petit peu plus complexe que je ne l'imaginais. Mais bon, j'espère que vous avez suivi le principe. Si ce n'est pas le cas, peut-être je ferai une vidéo parce que c'est assez intéressant de pouvoir rajouter des choses dans ce dossier Send to, en tout cas sur Windows 10. Et si vous êtes sur Windows 7, c'est un petit peu différent parce que le dossier Send to doit se trouver directement au sein de Windows, me semble-t-il. En tout cas, une fois que vous avez terminé ça, n'oubliez pas de cliquer sur Affichage.
et de recocher les éléments masqués pour ne pas risquer de faire des mauvaises manipulations la prochaine fois que vous manipulerez votre Windows. Voilà, et on remercie les collègues qui ont les collègues du Windows 8 Facile qui ont permis de résoudre ce problème. Voilà Alex, c'était un petit peu complexe, j'espère que vous avez suivi un peu tout. Au pire, il y aura la retransmission, puisque je suis en train d'enregistrer. Et voilà, et peut-être je ferai une vidéo outil pour expliquer un petit peu tout ça. Voilà Alex. Allez, on va continuer, j'ai vu que Michel avait posé une question tout à l'heure. Bonjour Cédric, je suis Michel, je vous parle depuis l'Espagne. Que pensez-vous de Dashlane, peut-il être piraté? Merci d'avance. Alors, bonsoir Michel. Et ravi que vous nous suiviez d'Espagne, j'espère que vous avez un meilleur temps que nous. Ici, il fait un peu gris, même s'il fait encore jour. Par rapport à Dashlane. Alors, Dashlane, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc, j'ai fait une vidéo donc pour les membres plus. Je vais vous montrer à quel endroit vous allez pouvoir la trouver parce que c'est quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, Dashlane. Moi, je l'utilise personnellement et ça, c'est un gestionnaire de mots de passe donc, que vous pouvez trouver dans vidéo exclusive. Donc, vous vous rendez sur votre espace membre, vous n'oubliez pas de vous authentifier et ensuite, dans les vidéos exclusives, vous pourrez trouver gérer facilement vos mots de passe. Donc là, je parle de différentes techniques et notamment de Dashlane, qui est donc un gestionnaire de mots de passe, qui va vous permettre de vous connecter automatiquement sur les sites, et c'est vraiment quelque chose de pratique. J'ai vraiment longtemps hésité avant de l'utiliser, parce que j'estimais qu'il fallait que je me souvienne de mes mots de passe, qu'il fallait que je les tape, etc. Et au final, je me suis aperçu que je perdais énormément de temps, parce que j'ai énormément de sites, que ce soit le site internet, tous les endroits où je suis connecté, la banque, ce genre de choses. C'était très compliqué d'avoir à tout gérer. Je me suis aperçu que d'avoir installé ce logiciel, ça m'a fait gagner un temps précieux. Donc je l'ai installé et honnêtement, j'ai vraiment confiance. Il m'a été conseillé par deux amis, un qui travaille dans la sécurité informatique et un autre qui est rédacteur en chef d'un magazine, Hardware Magazine et PC Update. Donc vraiment deux amis super et qui sont qui connaissent en sécurité. Rien n'est impiratable. On peut tout le temps être piraté. Et souvent d'ailleurs, c'est nous qui donnons l'accès aux gens des choses. C'est pas forcément que le site était mal sécurisé, c'est que on l'a fait sans le vouloir. Donc honnêtement, je pense que c'est très compliqué de pirater Dashlane, surtout que j'ai lu sur leur site, c'est vraiment leur cœur de cible. Ils sauvegardent les mots de passe de plein de gens, donc évidemment c'est pas rien. Donc ils ont des systèmes, ce sont des pros de la sécurité, ils ont des systèmes de leur côté qui leur empêchent d'avoir, par exemple, s'ils réussissent à craquer la base de données, chaque individu a des clés particulières, donc même s'ils réussissent à craquer une clé de quelqu'un, ils n'ont pas les clés de tout le monde. Enfin, c'est vraiment un système qui est, selon moi, très sécurisé. Donc dès lors où vous avez un mot de passe maître qui est fort, dès lors où vous avez un certain nombre de choses, je pense que c'est un très bon logiciel. Moi, je l'utilise, ça synchronise tous mes mots de passe. J'ai un mot de passe maître qui est fort. Et voilà. Je pense que à un moment ou à un autre, rien n'est impiratable. Il pirate le Pentagone, il pirate tout. Donc, il pirate Apple, il pirate Sony, il pirate vraiment tout, donc rien n'est impiratable. Mais je pense que Dashlane, c'est leur cœur de cible. Ils ont beaucoup d'utilisateurs et à mon avis des grands comptes autres que les petits particuliers que nous sommes. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi en tout cas je leur fais confiance. Après évidemment, hein, si un jour vous vous faites pirater ou si un jour je me fais pirater, je dirais dommage, mais voilà, il faut à un moment ou à un autre faire confiance, ou alors vous notez tout sur un petit carnet, vous avez des mots de passe incroyablement compliqués que vous saisissez à chaque fois. Ça peut être aussi la solution si vous n'avez pas confiance, c'est de faire ça. Mais après, c'est une certaine logistique. Hein. Je sais pas combien j'ai de mots de passe, 150 peut-être. Si je devais me souvenir de tous ou si je devais les regarder à chaque fois que je dois me connecter quelque part, ce serait vraiment infernal. À un moment, il faut faire confiance. Moi, je fais confiance à Dashlane. Après, chacun prend ses responsabilités. C'est pas parce que moi je fais confiance que c'est forcément bien. Mais bon, voilà, c'est 2-3 personnes qui m'ont dit c'est super. Donc, je fais confiance aussi à ces personnes-là. Voilà, Michel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et sinon, il reste toujours le petit carnet où vous pouvez tout noter. Et quand vous avez la possibilité, la validation 2 étapes, ça c'est vraiment quelque chose de fantastique. Que ce soit sur Gmail, que ce soit sur votre compte Outlook, que ce soit n'importe où. La validation 2 étapes, c'est
votre identifiant, votre mot de passe. Et après, une fois que vous avez rentré ces deux choses-là, on vous envoie un texto. Donc là, ça arrive que sur votre téléphone. Donc en théorie, vous ne pouvez pas être piraté. Voilà Michel, espérant avoir répondu à votre question. Alors, Ariane. Bonjour Cédric, Send-To se trouve dans Disque C, utilisateur, application data, roaming, Microsoft Send-To. Tout à fait, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Merci Ariane pour la précision. Il a fallu que j'aille chercher sur internet, c'est ce qui n'était pas plus mal, comme ça me fait me souvenir qu'il faut aussi de temps en temps se remettre en question. Merci. Alors, à qui? Alex. Ah, Raymond, pardon. C'est vrai que si je vous appelle Alex, c'est pour les grandes occasions. Alors, bonjour Cédric. Enfin avec vous tous à l'instant. Après Firefox, Google, IE, sur lesquels j'ai Chrome, je suis avec vous sur Edge. J'ai l'impression que mes problèmes viennent de Google Chrome, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, Raymond, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier avec Google Chrome. C'est juste qu'il y a des soucis ce soir avec le système Google Hangout que j'utilise. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des soucis. La toute première fois, il a fallu que c'est pour ça qu'on a commencé un petit peu en retard. Il a fallu que je remette en place un nouveau système parce que ça n'avait pas fonctionné. Et là, on a eu un petit plantage il y a une demi-heure. Donc il a fallu relancer tout. J'en profite pour dire aux gens qui nous ont rejoints, qui n'avaient pas eu le temps de nous rejoindre quand j'ai donné l'information. Quand il y a des plantages comme ça et que je suis obligé de redémarrer tout le système, que ce soit la box, que ce soit mon ordinateur, que ce soit réintégrer le Hangout sur le site pour que tout refonctionne, ça me prend à peu près un quart d'heure. Donc si vous voyez qu'il est 19h15 et que ça a planté, je ne vais pas tout remettre en place pour refaire fonctionner. Sauf aujourd'hui puisqu'on a eu un plantage, donc je vais aller un petit peu plus loin que 19h30. Mais sinon, si vous voyez qu'il y a un problème, par exemple si maintenant il y a un problème à 18h30 et que tout est coupé, il faudra déjà le temps que je m'en aperçoive et ensuite le temps que je relance tout le système. Donc comptez 15-20 minutes. Voilà, mais je pense pas que ce soit dû à vos navigateurs, Raymond, ce soir. Je pense que c'est plutôt soit YouTube qui a des soucis, soit mon ordi. Là, j'ai tout redémarré, la box, l'ordi. J'aurais dû le faire avant de commencer, je l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'ai plus ce réflexe de redémarrer parce que les choses sont maintenant vraiment beaucoup plus stabilisées. Donc, j'ai plus ces réflexes de redémarrer à chaque fois que j'ai besoin, mais il faudrait que je les reprenne un peu. En tout cas, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question et content que vous puissiez être parmi nous ce soir, Raymond. Bonsoir Cédric, et bien bonsoir Georges, merci de nous rejoindre. Alors, à qui je n'ai pas encore répondu? À Morissette qui vient de nous rejoindre. Alors Morissette, bonjour à vous tous, je viens d'arriver, bravo pour WSU Offline. J'ai essayé, j'ai mis 3h30 ce coup-ci, j'ai attendu, en attendant la deuxième partie et aussi la prochaine vidéo pour monter un PC. Alors en effet, Morissette, vous avez 100% raison, donc déjà c'est bien, je vous l'ai indiqué sur le forum, c'est bien que vous ayez pu patienter, parce que l'informatique, il faut parfois patienter. Moi, j'avais attendu aussi 1 heure et j'avais perdu un peu patience, donc j'avais éteint le processus pour le relancer, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et au final, ça a réussi, donc c'est un peu l'essentiel. Pour ce qui est de la deuxième vidéo, je répondais, il me semble, à Sébastien en début de session. Je lui disais que la vidéo allait arriver début de semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi. Elle est tournée, mais il faut que je la monte et que je l'intègre, donc ça me prend aussi un peu de temps. Et pour ce qui est de la vidéo monter un PC, ce sera un cours complet, en fait, plusieurs vidéos, parce que je vais découper ça en 9 ou 10 vidéos pour avoir chaque processus étape par étape, pour pas que vous soyez obligé de regarder toute la vidéo pour chaque étape. Si par exemple vous êtes bloqué sur, j'en sais rien moi, l'installation du processeur, ça sert à rien de tout re-regarder pour voir l'installation du processeur. Donc je vais faire vraiment une série de vidéos, je sais pas, peut-être 10-12, que je vais encapsuler sur un cours. Il faut que voilà, les éléments sont prêts, j'ai plus qu'à le monter et à tourner les vidéos, donc il va de toute façon falloir que je le fasse, puisque ce PC, je vais en avoir besoin. Donc ça devrait arriver, je sais pas trop quand. C'est vrai que 10-12 vidéos, c'est quand même long à tourner, il faut les monter. Il y a les vidéos où, quand je tourne derrière la caméra et pas derrière l'écran, c'est plutôt facile, on va dire, dans le sens où c'est relativement rapide. J'appuie sur un bouton, ça enregistre, et après, bon, il faut que je fasse le montage. Quand il s'agit des vidéos derrière, il faut d'abord que j'enregistre sur le caméscope, ensuite que je transfère sur l'ordinateur les poids
la taille des fichiers ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même logistique de traitement, donc c'est beaucoup plus long. Et là, faire 12 vidéos derrière la caméra, ça me fait un peu peur. D'autant qu'il y a beaucoup d'informations à vous transmettre pour le montage d'un PC, mais en tout cas, ça va arriver, j'espère, avant la fin de la saison 2, qui devrait se terminer soit en juin, soit en juillet. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, ça va un peu dépendre de comment les choses évoluent. Et d'ailleurs, je vous parlerai de quelque chose tout à l'heure par rapport aux demandes à Cédric. Si peut-être en fin de session, je vais peut-être faire des demandes à Cédric quotidien. Donc bon, c'est à voir. Il faut que je mette ça en place. C'est pas pour tout de suite, mais bon, peut-être je vous demanderai votre avis, que ce soit sur le forum ou ailleurs. On verra. En tout cas, Morissette, content que vous ayez pu patienter ces 3h30 et de vous apercevoir que l'informatique c'est pas toujours bloqué quand ça dépasse 1 heure ou 10 minutes ou 3 minutes et que parfois il faut laisser le temps au temps. Là, le fait de récupérer les mises à jour depuis les serveurs de Microsoft, ça va vous permettre de les avoir, et puis de temps en temps vous pouvez faire une mise à jour et il récupérera les dernières mises à jour, donc ce sera beaucoup moins long ce processus là. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon logiciel que j'avais complètement oublié. J'ai un ami qui m'a appelé l'autre jour en me disant tu sais, il y a un logiciel pour faire les mises à jour. Je lui dis oui, WSU Offline. Il me dit oui, c'est ça. Et finalement, ça m'a permis de me dire c'est vrai que c'est vraiment un super logiciel, surtout pour les gens qui sont bloqués avec des problèmes de mise à jour. Ça m'était déjà arrivé et j'avais complètement oublié. C'est bien de pouvoir en parler. Voilà Morissette, content que vous soyez parmi nous. Alors Michel, je vais prendre une question et ensuite je répondrai à Alex. Rebonjour Cédric, j'ai acheté un PC de bureau d'occasion. Il est nettoyé et équipé avec Windows 7 64 bits et bien activé, mais je ne trouve pas la licence indispensable pour une migration vers Windows 10. Pas d'étiquette sur les capots. Comment faire? Alors, Michel, donc, je ne sais pas par quel intermédiaire vous avez acheté cet ordinateur, si c'est par une voie officielle j'entends un magasin, ou si c'est d'occasion. Alors, il faut faire attention parce que quand on achète un ordinateur d'occasion, il y a possibilité d'avoir des licences qui sont, on va dire, craquées. C'est-à-dire, la personne a installé Windows 7 et avec un crack, elle a craqué le Windows. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il est activé. D'ailleurs, il est activé, mais il n'est pas activé de façon officielle. Il est activé, on va dire, de façon officieuse. Si vous n'avez pas de licence sur le capot, c'est un PC de bureau, donc c'est un peu étrange. Donc soit vous retournez vers le magasin qui vous a indiqué soit vous retournez vers le magasin qui vous a vendu ce matériel, ou alors je vais faire une vidéo outil bientôt parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé une question par mail et qui m'a demandé de l'intégrer à demande à Cédric d'aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, je ne fais pas ça. C'est pas la peine de m'envoyer des mails pour me dire est-ce que vous pouvez poser ma question pendant le demande à Cédric. Les demandes à Cédric, c'est en direct, c'est maintenant, c'est les gens qui sont là. Et si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement les poser sur le forum. Donc là, ce sera, moi je pourrais y répondre ou tout le monde pourra y répondre. Mais en tout cas, je ne peux pas intégrer toutes les questions qu'on m'envoie dans les demandes à Cédric. Déjà, les demandes à Cédric sont bien occupées, tout le monde pose des questions. Donc ça, c'est pas possible. Alors, donc, je vais faire une vidéo outil, j'espère la semaine prochaine, parce que j'ai trouvé un super truc sur PC Astuces, un site internet. C'est un script que l'on copie-colle et en double-cliquant dessus, on a le numéro de licence qui apparaît. Donc ça pourrait être éventuellement une piste. Sachez néanmoins, Michel, que si vous voulez faire le passage de Windows 7 vers Windows 10, vous n'avez pas forcément besoin de connaître votre clé de licence, pour la bonne et simple raison que lorsque vous allez faire la migration, Windows 10, si c'est une licence officielle, va automatiquement la transformer en une licence Windows 10. Et après, ce sera stocké maintenant. Les licences sont désormais stockées sur les serveurs de Microsoft. C'est-à-dire que quand là vous allez faire votre mise à jour de Windows 7 vers Windows 10, et quand vous allez réinstaller votre ordinateur, que ce soit à partir de Windows 7 ou directement à partir de Windows 10, ce qui serait le plus simple, votre Windows sera automatiquement activé. Attention, il faut que ce soit sur le même ordinateur. Il ne faut pas que ce soit sur un autre ordinateur. Donc ça, on va dire entre guillemets, c'est pas un problème, mais c'est vrai que si vous n'avez pas une licence officielle et que si la licence a été craquée, quand vous allez vouloir passer sur Windows 10, il ne s'activera pas. Donc soit dans ce cas-là, vous vous rapprochez de la personne, soit vous vous rapprochez du magasin. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, la semaine prochaine, je devrais faire une vidéo outil pour vous expliquer un peu comment ça se passe et comment faire avec ce système qui est vraiment, vraiment super.
Voilà. Michel, il faudra être un petit peu patient. Début de semaine prochaine, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi de la semaine, la vidéo devra apparaître et de toute façon, vous l'aurez dans vous l'aurez directement dans les informations du vendredi. Voilà Michel, mais en tout cas, rapprochez-vous de la personne qui vous l'a vendu. Même s'il est activé, vous devriez avoir votre licence. Alors, je vais prendre une question de Gabriel parce que, eh bien, Gabriel vient d'arriver. Bonjour Cédric, j'aimerais savoir comment faire pour sélectionner plusieurs cases à cocher dans un dossier pour les transférer. J'ai essayé avec Shift ou CTRL et cela n'a pas fonctionné. J'ai dû les sélectionner une par une, cela m'a pris beaucoup de temps. Alors, Gabriel, bonsoir. En premier lieu, comment faire pour sélectionner plusieurs cases à cocher dans un dossier? Alors, comme je l'expliquais, pour les personnes peut-être vous n'étiez pas encore là, vous avez, lorsque vous posez une question, un décompte de 256 caractères. Si vous dépassez ces 256 caractères, je ne vois pas la suite de votre question. Donc il faut la poser en 2 fois, si vous dépassez les 256 caractères, parce que sinon, ben, voilà, la suite, je ne l'ai pas. Donc je ne sais pas à quel endroit c'est. Est-ce que c'est dans Windows? Donc on va essayer. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un petit peu comment se passe la sélection parce que c'est quelque chose d'intéressant, même si je ferai des vidéos dessus. Donc là, je vais ouvrir un explorateur et on va se rendre dans... Est-ce que j'ai des choses dans mes documents? Battlefield, on va sélectionner. Est-ce que j'ai des choses là-dedans? Pas vraiment. Si, c'est pas grave, ça suffira. Donc là, j'ai un certain nombre de choses. Donc vous voyez ici, je n'ai pas de case à cocher. Pourquoi? Parce que quand je vais dans affichage, je peux sélectionner ou non case à cocher des éléments. Donc si je coche case à cocher, eh bien, lorsque je les survole, je vais pouvoir les sélectionner. Je n'appuie sur aucune autre touche que mon clic de souris. Donc comment ça se passe? Soit je clique sur celle qui est en haut à droite ici et ça va tout sélectionner. Ou alors, eh bien, je peux les sélectionner une par une en les survolant et en cochant les cases en question. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné la deuxième et la quatrième, mais si je souhaite tout sélectionner, je vais en haut, je clique et ça les sélectionne toutes les 4. S'il y en avait 100, s'il y en avait 100, ça les sélectionnerait les 100. Ensuite, si vous n'avez pas les cases à cocher, parce que moi, personnellement, je trouve pas ça terrible, enfin, esthétiquement, donc je ne les affiche pas, vous avez la possibilité de faire une sélection, soit une sélection continue, soit une sélection discontinue, soit la combinaison des deux. Alors, c'est quoi une sélection continue? C'est, vous allez cliquer... Alors, attendez, je vais juste m'assurer que j'ai bien partagé mon écran, parce que sinon... Oui, c'est bon, parce que sinon, si j'explique pour rien, c'est un peu dommage. Donc, c'est quoi une sélection continue? C'est, on va sélectionner des fichiers qui se suivent. Donc on va sélectionner le premier en cliquant à gauche avec le bouton de la souris. On va se rendre sur le dernier que l'on souhaiterait sélectionner, donc par exemple le troisième. On appuie sur la touche majuscule qui est la touche juste au-dessus de la touche CTRL en bas à gauche. J'appuie en restant appuyé et je vais faire un clic gauche. Ça va avoir pour effet de sélectionner la première, la deuxième et la troisième. Donc si je recommence l'opération avec la quatrième, je clique mon clic gauche sur la première, je me rends sur la dernière. Avant d'appuyer sur la dernière, j'appuie sur la touche majuscule, je clique et donc ça va sélectionner tous les éléments du point A au point B. Le point A étant la première sélection, le point B étant la seconde, en ayant appuyé sur la touche majuscule. Maintenant, je peux faire une sélection, ce que l'on appelle discontinue, c'est-à-dire si je souhaite sélectionner le premier, le troisième et le quatrième, au lieu d'appuyer sur la touche majuscule, je vais rester appuyé sur ma touche CTRL, je vais cliquer sur le premier, sur le troisième et sur le quatrième. Et là, je m'aperçois que j'ai sélectionné les 3 de façon discontinue, je n'ai pas eu la deuxième. Et enfin, on peut faire une combinaison des deux. Si par exemple, je vais essayer de trouver un dossier où il y en a un petit peu plus. Voilà, donc là, il y en a un petit peu plus. Donc si par exemple, je souhaite faire une sélection discontinue, c'est-à-dire que je veux une sélection continue et ajouter une sélection discontinue, c'est-à-dire que je vais prendre mon premier fichier jusqu'à mon dernier. Donc je clique sur le premier, j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur le dernier. Donc ça va me faire une sélection continue de ces 6 éléments. Et si je souhaite enlever le quatrième, j'appuie sur la touche CTRL et je clique dessus. Et là, hop, j'ai recliqué ailleurs, donc ça n'a pas marché. Donc j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur le quatrième. Et on s'aperçoit que j'ai bien 5 fichiers sélectionnés, les 3 premiers, les 2 derniers, et que celui intermédiaire n'est pas sélectionné. Donc c'est la sélection continue
avec la touche majuscule, la sélection discontinue avec la touche CTRL, et la combinaison de ces deux options, la sélection continue, auquel on soustrait des éléments en discontinu avec la touche CTRL. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je vais faire une vidéo. Il y a des vidéos là dans les vidéos exclusives, lorsque vous êtes dans votre espace membre vidéo exclusive. J'ai prévu de faire quelque chose pour les sélections pour vous simplifier la vie. Donc la formation, je ne l'ai pas encore faite, il faut que je la réalise. Mais néanmoins, ça parle voilà, de ces concepts, comment réussir à faire des sélections continues, discontinues, comment sur Excel, etc. Donc c'est une vidéo qui arrivera à un moment ou à un autre, j'espère le plus tôt possible. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir à la fois des sélections continues, à la fois des sélections discontinues, et également les cases à cocher. Voilà Gabriel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter un petit complément. Alors Daniel, à quand la suite des vidéos sur les Windows 10, ainsi que la numéro 1, présentation et concept de cette formation. Alors, Daniel, comment ça se passe? Il y a un certain nombre de choses sur le site. Donc, un certain nombre de choses qui commencent à être conséquents maintenant. Beaucoup de vidéos, beaucoup de choses disponibles au sein de l'espace membre. Et c'est vrai qu'il y a des formations que j'ai commencées, que je n'ai pas forcément finies. Enfin, c'est pas que je les ai pas finies, c'est qu'elles sont en cours de réalisation, notamment la formation Windows 10. Il y a déjà un certain nombre de vidéos disponibles. Au total, il y en aura plus de 40 vidéos, mais c'est vrai qu'il y a des trous parce que, toutes les semaines... Pardonnez-moi un instant. Toutes les semaines, j'ai un temps limité, comme tout le monde d'ailleurs, pour faire des vidéos, et donc je dois choisir les vidéos que je fais. Donc la semaine d'avant, j'ai fait que des vidéos sur Windows 10, donc ça a permis un peu d'avancer la formation Windows 10. La semaine dernière, j'ai fait des vidéos un petit peu panachées. Cette semaine, j'ai fait des vidéos outils et des vidéos gratuites. Donc voilà, je fais le maximum de vidéos par semaine. Dépasser 5, c'est souvent un peu difficile. Les cette semaine, là où il y a les demandes à Cédric. Aujourd'hui, il a fallu que je prépare le demande à Cédric. Donc c'est pas toujours évident. Là, les vidéos arrivent au fur et à mesure. Il faut, ça fait partie c'est le processus, c'est la façon dont je fonctionne. Je prépare des vidéos parce que j'ai des idées et après je les tourne. Peut-être qu'il y a des personnes qui préféraient que je fasse une formation, que je m'y attelle et que je fasse de A à Z. C'est pas ma façon de fonctionner. J'aime bien ne pas faire tout le temps les mêmes choses, sinon c'est vite pénible. C'est ce que j'avais fait pour la formation Windows 8. Ça m'a pris 7 mois à faire. 7 mois où j'ai fait que de la formation Windows 8. Ça a vraiment été infernal pour moi. J'avais même limite envie d'arrêter. Donc là, voilà, j'ai trouvé ce système bien. Voilà, je fais un petit peu de vidéo de ci, un peu de vidéo de ça. Et ça permet d'avancer un petit peu tout. Et quoi qu'il en soit, les vidéos sont toujours là et elles avancent. Vous avez toujours du contenu toutes les semaines puisque je réalise des vidéos toutes les semaines. Pour ce qui est de la présentation et du concept, ce ne sera pas quelque chose de révolutionnaire. C'est juste pour indiquer que c'est une formation ouverte, que les gens peuvent poser des questions et que je rajouterai des vidéos en fonction. Moi, je me suis déjà prévu un certain nombre de choses à faire, un sommaire de toutes les vidéos que j'ai à faire, il y en a 40. Mais après, on pourra en rajouter d'autres. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question l'autre jour concernant Mail de Windows 10. Donc voilà, c'est des vidéos que je vais intégrer, c'est des vidéos que je vais faire. Aujourd'hui, je suis malheureusement limité par les moyens, si vous voulez. C'est qu'il y a des questions de budget. Si je pouvais embaucher quelqu'un qui monte les vidéos pour moi, qui les intègre au site, je pourrais faire 2 fois, 3 fois plus de vidéos par semaine. Aujourd'hui, il faut que je fasse tout. Je ne peux pas embaucher quelqu'un, donc c'est compliqué d'avancer plus vite que ce que je n'avance aujourd'hui. Et je remercie toutes les personnes qui m'aident d'ailleurs à ce propos sur les dons. Merci beaucoup, merci pour votre immense générosité. Ça a permis de boucler le mois de mars. C'est vraiment super, donc merci beaucoup. Mais voilà, je continue d'essayer de me développer. Il faut que je fasse les vidéos, il faut que je m'occupe du développement. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je suis loin de là l'idée de me plaindre, mais en tout cas, il faut que vous sachiez que c'est pas facile. Il faut répondre aux questions sur le forum, il faut intégrer les nouvelles vidéos, il faut Merci à nouveau à Alexandra et aux gens qui participent, mais tout particulièrement à Alexandra parce que vous savez qu'elle participe beaucoup et qu'elle répond de façon très pertinente aux questions, donc merci à elle. Mais voilà, c'est tout prend du temps et il y a la logistique du reste du temps à gérer. Bref, je ne suis pas en train de me plaindre, loin de là, mais néanmoins sachez que je ne peux pas avancer plus vite pour l'instant.
même si j'ai en tête de faire d'autres choses. Voilà. Voilà Daniel, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, Sébastien. Picasa a été arrêté d'après ce que j'ai compris. Faut-il prendre un autre logiciel photo? Alors Sébastien, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si on ne pourra plus télécharger Picasa ou si ils vont arrêter d'apporter des améliorations. Ça, honnêtement, je ne sais pas vous dire. J'ai vu que, enfin c'est peut-être vous d'ailleurs qui me l'avez dit quelque part, que ça allait s'arrêter. Je ne le savais pas. Bon, on va voir. Est-ce qu'ils vont remplacer ça par une version totalement en ligne? Est-ce qu'ils vont faire autrement? Ça, apparemment, de ce que j'ai lu, ils veulent promouvoir Google Photos, qui a l'air d'être donc un concept différent. J'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais on va voir. Pour l'instant, tant que Picasa fonctionne, moi Picasa est installé sur mon ordinateur, me semble-t-il. Peut-être pas parce que j'ai réinstallé mon ordinateur il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas voilà, tant que ça fonctionne, tant qu'on peut le télécharger, je sais pas, j'ai même pas regardé si on pouvait le télécharger, on va regarder rapidement. Tant qu'on peut le télécharger et qu'on peut l'installer, voilà, pour moi ça fonctionne encore. Même s'ils ont arrêté le développement, même s'ils ont Picasa. Voilà. Eh bien, apparemment, on ne peut plus le télécharger. Donc, ils le disent très clairement. Nous avons décidé d'abandonner Picasa pour nous concentrer sur un seul service de gestion des photos, Google Photos. Cette nouvelle application plus évoluée fonctionne harmonieusement sur mobile comme sur site web. Alors, accéder à Google Photos, est-ce que c'est quelque chose qui est 100% en ligne? Apparemment. Donc en effet, on ne peut plus avoir Picasa, je l'ignorais. Et là, on ne peut plus retoucher ses photos non plus. En effet, c'est un petit peu ennuyeux. Est-ce qu'on ne peut plus rien faire? Modifier. Ah, il y a des changements. Ah, quoique, ça ressemble un peu à Picasa. Il y a des filtres, mais les fonctions ont l'air beaucoup plus simplifiées. Honnêtement, je sais pas. Peut-être il sera judicieux de prendre un nouveau logiciel. C'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, voilà. Apparemment, on ne pourra plus télécharger Picasa. Je ne sais pas comment. Je n'ai pour l'instant pas de réponse à vous donner, Sébastien. Il sera toujours temps de voir. Comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des personnes qui auront utilisé d'autres logiciels photo? Tout dépend de ce qu'on a besoin de faire. Moi, j'utilise beaucoup Photoshop parce que c'est vrai que c'est un logiciel qui est très performant pour la retouche photo. Il y a Bridge qui va avec, qui permet de gérer les photos comme le ferait un peu Picasa. Mais bon, ça reste une solution assez onéreuse. Et il y a des versions gratuites des logiciels comme GIMP pour faire des retouches photos. Après, c'est pas tout à fait la même chose que Picasa, qui était vraiment assez convivial pour voir rapidement beaucoup de ses photos. Mais il doit exister d'autres logiciels qu'on va évidemment sûrement trouver à un moment ou à un autre. Voilà Sébastien, c'est pas très très concluant comme réponse. En même temps, pour l'instant, j'ai pas vraiment de solution à vous donner. Alors, je vais prendre une question de Philibert. Alors, est-il possible, après avoir associé mon adresse Hotmail à la messagerie Gmail, de les dissocier? Est-il possible, après avoir associé mon adresse Hotmail à la messagerie Gmail, de les dissocier? Tout à fait Philibert, c'est tout à fait possible. Alors, il y a quand même quelque chose que vous devez savoir. En fonction des paramètres que vous avez choisis, je vais regarder si ici je peux vous montrer comment ça se passe. Gmail, peut-être que c'est ici que j'avais d'ailleurs rajouté mon adresse free. On va essayer. Donc, pour associer, vous vous rendiez dans Paramètres, vous alliez dans Paramètres à nouveau. Ici, il y avait Compte et importation. Voilà. Et là, voilà, j'avais un... Ah bah non, j'avais pas ajouté mon adresse. Je croyais que j'avais ajouté mon adresse Hotmail. Non, bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça se passe à cet endroit-là, ajouter un compte de messagerie. Et à cet endroit-là, vous avez la possibilité de le dissocier ici sur la droite. Je sais plus si c'est supprimé ou quelque chose comme ça. Mais en fonction des paramètres que vous aviez mis, si vous n'aviez pas coché la case laisser... Ah, est-ce que j'ai partagé mon écran? Non, je n'ai pas partagé mon écran. Je ne pense à rien ce soir. Alors, je recommence. Donc là, je suis dans Gmail. Et lorsque vous allez en haut à droite, ici dans la croix dentée, que vous choisissez paramètres, vous allez ensuite dans compte et importation. C'est à cet endroit-là en fait que votre compte a dû être importé. Je ne sais plus si c'est dans consulter les messages ici.
Quoi qu'il en soit, sur la droite, vous devriez avoir 3 options et dans une de ces options, vous avez la possibilité de supprimer justement cette association. En revanche, si vous avez coché la case ne pas laisser les messages sur le serveur, vos anciens messages, ceux qui ont été rapatriés sur Gmail, ne seront plus disponibles sur Hotmail. Dès lors où vous aurez supprimé l'association, les nouveaux messages qui arriveront sur votre adresse Hotmail seront que sur votre adresse Hotmail, mais vous ne pourrez pas récupérer les anciens messages que vous avez récupérés avec Gmail si vous aviez décoché l'option ne pas laisser les messages sur le serveur ou quelque chose dans le genre. Je ne me rappelle plus exactement quel est le nom de cette option. Je vais regarder. Ah bah non, ça va être compliqué. Quoi que je vais essayer. Ah, je l'avais fait avec Free. Bon, on va essayer. Voilà, c'est si lorsque vous avez importé votre adresse Hotmail, vous n'avez pas coché cette case. Si cette case vous ne l'avez pas cochée, conservez une copie du message récupéré sur le serveur. Et bien dans ce cas-là, les messages que vous avez récupérés depuis Hotmail sur votre messagerie Gmail seront tout le temps sur Gmail puisque voilà, vous les avez rapatriés sur Gmail. Mais en revanche, lorsque vous allez couper la séparation, ils ne seront plus sur votre adresse Hotmail puisque vous n'avez pas demandé à les laisser sur le serveur. Il me semble que j'avais précisé ça dans la vidéo. Je ne sais pas ce que vous avez choisi comme option, mais en tout cas, voilà. Mais vous avez la possibilité à tout moment de choisir dans Gmail de supprimer cette option. Si toutefois vous ne, vous ne trouvez pas à quel endroit ça se trouve, je pourrais certainement vous montrer depuis une adresse Gmail que j'ai. Tenez-moi informé, Philibert. Alors, à qui je n'ai pas répondu? Il me semble que j'ai répondu à tout le monde. Albert. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Réponse pour. Eh bien, réponse pour, je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de suite. Bon, en tout cas, bonsoir Albert, et bienvenue parmi nous. Alors, je crois avoir répondu un petit peu à tout le monde, donc je vais reprendre les questions dans l'ordre. Alors, rebonsoir. Pour répondre aux questions sur le forum, Alexandra met souvent des vidéos. Est-il possible de récupérer sur mon ordinateur ces vidéos ? C'est une bonne question. Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas quel est le format. On peut essayer. Enfin, quoi que je ne sais pas si je vais pouvoir trouver facilement quelque chose d'Alexandra. Peut-être on va essayer. Alors, je vais me rendre sur le forum. Voilà, avec mon compte secondaire. Où est-ce qu'on va trouver Non, on va pas pouvoir faire comme ça. Oh, je me souviens plus à quel endroit elle a. Je me souviens plus à quel endroit elle a mis des vidéos, Alexandra. Je suis pas 100% sûr qu'on puisse les récupérer. Je sais pas. C'est une bonne question. Je vais la noter. Je vais la noter sur mon petit cahier et j'y répondrai directement sur le forum parce que là, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Je vais le noter. Voilà, je l'ai noté et comme ça, si toutefois on peut et qu'elle est d'accord, je vous donnerai la solution. Voilà Ariane. Bonjour Cédric, bonjour Jackie, bienvenue parmi nous. Alors Albert, c'est ça la suite. Alors bonjour Cédric, bonjour à tous. Pour répondre à la question de Sébastien, moi je me sers de GIMP, c'est gratuit et libre de droit et j'en suis très content. Oui donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ce que je disais également Albert, c'est que GIMP c'est un logiciel pour faire de la retouche photo et pas forcément comme Picasa pour voir un peu l'ensemble de ses photos très rapidement. Donc c'est une utilisation qui est un petit peu différente, même si GIMP est un très bon logiciel de retouche photo et une très bonne alternative à Photoshop. Mais voilà, c'est pas tout à fait la même utilisation. Picasa était vraiment un logiciel très simple pour utiliser pour gérer ses photos et aussi pour faire quelques petites retouches simples, mais ce qui n'est pas le cas de GIMP. Merci en tout cas pour cette précision Albert, c'est gentil de participer. Alors Daniel, merci, maintenant je comprends, parfait Daniel. Alors, Daniel nous dit qu'on peut récupérer les vidéos d'Alexandra et qu'il l'a déjà fait, donc ça doit être possible. En revanche, ce qui serait bien, ce serait d'abord de demander l'avis à Alexandra, savoir si ça l'ennuie ou pas qu'on récupère ces vidéos.
Et éventuellement, voilà, à ce moment-là, peut-être que Daniel pourra nous indiquer sur le forum comment est-ce qu'on fait pour récupérer les vidéos, si Alexandra est d'accord. Et puis voilà. Merci Daniel pour la précision et l'information. Alors, Gabriel. Rebonjour Cédric, j'ai fait ce que tu as dit et cela n'a pas marché. C'était un dossier de livre ext et pub. Voilà, c'est que je voudrais transférer par petite quantité. Et merci de ta réponse. Et j'ai oublié de dire bonjour à tous les membres. Oui, alors Gabriel, donc là c'est pas très clair pour moi. Dossier de livre ext epub, pour moi ça me parle pas. Là moi ce que j'ai montré c'est directement depuis Windows. Après ça veut pas forcément dire que en fonction de ce que vous allez utiliser, là apparemment voilà ça a l'air de se passer de façon un peu différente. Chaque logiciel, chaque système peut avoir un fonctionnement différent. C'est pas parce que ça va marcher sur Windows que ça va marcher sur tous les autres logiciels. Donc là, il faudrait éventuellement soit me donner le nom exact parce que c'était un dossier de livre ext epub que je voulais transférer par petite quantité. Voilà, donc c'est pas suffisamment précis pour que je puisse vous donner une réponse parce que je vois pas de quoi il s'agit. Bon, déjà, je connais pas tout. Et en plus, voilà, je ne vois pas de quoi il peut s'agir. Donc pour rechercher sur Internet, c'est un petit peu difficile. Donc, soit vous mettez des captures d'écran directement sur le forum, ce qui permettra à quelqu'un de vous répondre, moi ou quelqu'un d'autre, pour voir si on peut si on peut trouver une solution. Et parfois, il n'y a pas de solution parce que le logiciel que vous utilisez soit interdit de le faire pour des raisons, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit copié ou que ce soit déplacé ou que ce soit ça. Ou alors, eh bien, des fois, c'est soit des mauvaises manipulations, soit c'est pas possible. En tout cas, affaire à suivre, soit affaire à suivre sur le forum, soit si vous avez des précisions à me donner maintenant, que je puisse regarder éventuellement sur Google, voir si on peut faire quelque chose tout de suite. Voilà Gabriel. Alors, Yvette. Peut-on mettre 2 captures dans la même fenêtre avec Greenshot? Merci beaucoup Cédric pour votre travail formidable. Alors, merci Yvette. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question puisque Greenshot, je ne sais pas, il n'est pas installé sur mon ordinateur, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais que c'est quelque chose qui est assez populaire sur le forum. Voilà, Alexandra l'utilise beaucoup, un certain nombre d'entre vous l'utilisent également parce que ça permet voilà, d'intégrer des annotations, etc. Maintenant, peut-on mettre 2 captures dans la même fenêtre avec Greenshot? Je ne saurais pas vous dire. Éventuellement, posez votre question sur le forum. J'avais dit que je ferais une vidéo sur Greenshot, mais j'ai pas encore eu le temps de la faire. Donc ça veut dire que j'ai pas eu le temps de me pencher sur le logiciel, donc je ne le connais pas, je ne peux pas répondre à votre question, Yvette. Désolé. Posez votre question sur le forum, je suis sûr que Alexandra y répondra avec plaisir parce qu'elle connaît bien Greenshot. Peut-être que Denis aussi s'y est mis. Moi je vais m'y mettre, mais voilà, c'est pas. J'avais prévu de regarder un peu à quoi ça ressemblait pour vous faire une vidéo, mais là je ne sais pas vous répondre. Désolé Yvette. Pardon. Alex, bonsoir Cédric. Pour répondre à la question d'Ariane, elle peut récupérer mes vidéos sur le forum. Ah, mais Alex, d'accord, ok, voilà. Je confonds Alex. Alex G et Alex. Oh, bon, eh bien, bonsoir Alexandra. J'avais pas vu que vous étiez arrivé. Alors, pour répondre à la question d'Ariane, elle peut récupérer mes vidéos sur le forum. Il suffit de cliquer sur le lien de la vidéo, de la lancer, de la lecture, faire un clic droit et enregistrer sous. Autorisation accordée avec plaisir. Merci beaucoup Alexandra. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites sur le forum et puis pour ces magnifiques vidéos que vous faites pousser comme des fleurs sur le forum. Donc Ariane, pour répondre à votre question, vous lancez la vidéo. Une fois que la vidéo est lancée, vous faites un clic droit, vous choisissez enregistrer sous. Et comme vous avez l'autorisation de l'auteur, eh bien voilà, vous pouvez les récupérer comme ceci. Merci Alexandra, merci une fois de plus, merci pour tout et voilà, merci d'être là ce soir aussi. Allez, Alex, voilà, c'est Alex et Alex, j'avais confondu, c'est pour ça. Alors Alex, merci bien Cédric, je ne savais pas qu'une fonction que j'utilise en automatique pouvait générer autant d'efforts. Et je ne parle pas d'autres possibilités insoupçonnées. Intéressant. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, Alex. Je suis désolé, j'ai dû répondre à votre question tout à l'heure, mais une fonction que j'utilise en automatique pouvait générer autant d'efforts. Alors, peut-être que c'est le envoyer vers. Mais en tout cas,
Bon, en tout cas, c'est pas grave, hein. C'est bien de voir comment est-ce que les choses évoluent, comment les choses fonctionnent. Sur Windows 7, voilà, je savais que dans le dossier Windows, il y avait un dossier send-to et qu'on pouvait le peupler comme ça. Et là, ça a un petit peu changé dans Windows 8 et dans Windows 10. En tout cas, c'est pas très grave, hein. C'est juste des petits ajustements, mais vous voyez en tout cas comment est-ce que l'on peut faire. Et ça ouvre des possibilités intéressantes parce que vous allez pouvoir ajouter des raccourcis d'autres choses, que ce soit vos disques durs, peut-être le lecteur CD, peut-être une clé USB, peut-être voilà, un certain nombre de choses. Moi, cette fonction-là, je l'utilise très peu parce que je préfère faire des copier-coller et savoir où je mets les choses, si on parle bien de la fonction send-to évidemment. Mais en tout cas, voilà, tout est possible. C'est l'informatique. Alors, Philibert. Je voulais parler de la possibilité d'envoyer des mails avec mon adresse Hotmail à partir de la boîte de Gmail. Ce qui fait que les correspondants peuvent voir mon profil Google même en écrivant à partir d'Outlook version web. Alors, Philibert, il me semble que j'ai répondu à cette question justement dans cette vidéo où j'explique, je vais repartager mon écran et je vais essayer de vous montrer, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Peut-être avec mon adresse principale, je vais voir. Alors, dans cours thématique Gmail, ça doit être là. Oh bah, je vais pouvoir vous le montrer directement à partir de la vidéo. Voilà, consultez une ou plusieurs adresses externes. Voilà, donc vous cliquez sur j'accède à ma formation. Donc là, on est dans accueil espace membre dans cours thématique Gmail et dans la vidéo numéro 26. Et là, donc je vais la mettre en lecture. Je sais pas comment ça va se passer. Si une vidéo dans la vidéo, là, ça va commencer à faire beaucoup. Et avec un peu de chance, j'arrive au bon endroit. Ajouter un compte de messagerie que vous possédez. Oui, on n'en est pas loin. Voilà, c'est à cet endroit-là. Donc, quand vous avez juste l'étape d'avant, vous avez saisi votre adresse email et certains paramètres. Et lorsque vous avez cliqué sur suivant, vous arrivez sur cette page qui est ici. Et cette page qui vous demande si vous souhaitez envoyer des mails avec l'adresse que vous avez rattachée. Donc, il faut cocher la case oui, qui va vous permettre d'envoyer cette chose-là. Et ensuite, lorsque vous allez créer un nouveau mail, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer ou si je le montre après, vous allez avoir la possibilité, lorsque vous allez créer un nouveau mail, je regarde si, est-ce que j'ai partagé mon écran? Je ne sais pas, je vais quand même revérifier au cas où. Oui, c'est bon, j'ai partagé mon écran, je vais repasser ici en plein écran. Alors, voilà, on doit arriver, donc là, lorsque vous créez un nouveau message, voilà. Parfait, bon c'est bien, j'aurais pas besoin de vous montrer autrement. Donc si vous avez cliqué sur oui, je voudrais envoyer des mails, donc on vous a demandé un certain nombre d'informations, je vous invite à re-regarder cette vidéo, parce que je ne vais pas re-rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique. Néanmoins, lorsque vous allez cliquer ici sur nouveau message, en haut à gauche, vous allez arriver dans nouveau message, et lorsque vous avez deux ici, vous cliquez dessus, et vous choisissez l'adresse email avec laquelle vous souhaitez l'envoyer. Donc si vous choisissez votre adresse Hotmail, donc moi ici j'avais rattaché une adresse free, vous aurez la possibilité d'envoyer, vos correspondants ne verront pas en théorie que vous l'avez envoyé avec Gmail, mais ils verront que vous l'avez envoyé avec votre seconde adresse, donc ici en l'occurrence free. Et vous, en théorie, Hotmail, si j'ai bien compris. Voilà, donc vous retournez dans votre espace membre, vous allez dans cours thématique Gmail, vous allez ensuite, une fois que vous êtes dans cours thématique Gmail, vous allez tout en bas et vous choisissez la dernière vidéo, 26, et vous regardez cette vidéo pour comprendre comment est-ce que vous pouvez ajouter la possibilité d'envoyer vos messages avec votre adresse mail. Voilà, j'espère avoir été assez clair, Philibert. Sinon, on se revoit sur le forum pour continuer cette discussion. Ou alors, si vous avez le temps de le faire maintenant, il est 19h12. On va prolonger un peu le demande à Cédric parce qu'il y a eu des petits cafouillages. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à 8h moins le quart. Donc, encore une demi-heure si ma voix le permet. Et voilà, donc soit vous apportez un complément maintenant, soit vous apportez un complément directement sur le forum. Ou alors, je vais vous parler d'ici peu là, des projets que j'ai. Un peu pour développer tout ça. Et voilà. Donc, voilà, Philibert, vous n'hésitez pas. Alors, Raymond. Rebonsoir Cédric. Pour cloner un disque dur du PC, vaut-il mieux utiliser un DD externe autonome ou un DD interne avec une interface appropriée? Merci. Alors, c'est un petit peu comme vous voulez.
c'est un petit peu comme vous voulez. C'est pas très bien comme... Je suis en train de réfléchir quelle est la chose la plus appropriée. Disons que l'avantage du disque externe, c'est que une fois que vous allez avoir fait le clone, vous allez pouvoir le débrancher et le ranger dans un endroit approprié. L'inconvénient d'un disque interne, c'est que vous allez pouvoir cloner, parce que l'avantage c'est que ce sera plus rapide si vous avez 2 disques en SATA. SATA étant la norme de connexion. Si vous avez 2 disques SATA, ça va être beaucoup plus simple. Pardon, pardonnez-moi un instant. Hop là, j'ai tout cassé. J'arrive, pardonnez-moi un instant. Voilà. Oui, ce que je disais, donc si vous avez 2 disques en interne, l'inconvénient de les avoir en interne, c'est que s'il y a un problème de surtension électrique, s'il y a un problème avec votre ordinateur, de chauffe, de je ne sais quoi, eh bien tous les disques qui sont sur les circuits électriques peuvent se retrouver endommagés. Et du coup, vous perdez le bénéfice du clone. On est d'accord, ça n'arrive pas forcément souvent, mais ça peut arriver. Donc l'idéal, c'est de faire un clone en interne, un clone en externe. Toujours quand on multiplie les supports de sauvegarde, ça permet d'avoir plus de chances de ne pas avoir de soucis. Après, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est ce que l'on appelle un dock. Je vais essayer de vous montrer ça sur Internet. C'est ce que j'ai, moi, personnellement, branché à mon ordinateur. Donc là, je vous montre un modèle, il en existe énormément. Je ne sais pas si je vais trouver le mien. Pas shopping, image, pardon. Voilà, moi c'est exactement ça que j'ai. Donc c'est un dock comme ceci, ça se présente sous cette forme-là. Donc il y a un connecteur USB 3 derrière, un connecteur eSATA, un connecteur électrique pour le brancher sur le secteur. Et en fait, le capot qui est sur le devant s'ouvre et vous allez avoir la possibilité, je ne sais pas si on peut voir plusieurs photos. Non, apparemment il n'y a que ça. Donc ça c'est vraiment un modèle que j'utilise, j'en avais acheté 2 à l'époque et c'est vraiment très bien. Donc ça vous permet d'ouvrir le capot qui est devant et de mettre soit un disque dur 2,5 pouces, soit un disque dur 3,5 pouces. Et ça vous permet d'interchanger les disques. Donc si vous voulez faire 2 clones, vous mettez votre premier disque, vous faites votre clone, vous enlevez votre disque, vous mettez un deuxième disque. C'est très pratique d'utilisation, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs disques qui s'empilent. Et ensuite, les disques durs, ça vous permet de les ranger. Moi, par exemple, grâce à ça, ça me permet de faire un clone de mon disque qui est sur mon NAS et de mettre ce disque-là au coffre-fort de la banque. Ça permet, s'il y a un incendie dans la maison, d'avoir les données ailleurs que à la maison, justement. Parce que s'il y a le moindre souci, quand tout brûle, c'est... Pardon, c'est un petit peu embêtant. Donc, la meilleure solution, selon moi, c'est ça. Un dock externe dans lequel vous allez pouvoir mettre le nombre de disques que vous voulez. Vous pouvez avoir 3, 4, 10, 5 disques et faire des sauvegardes, des copies, des clones, etc. Après, la solution interne présente l'avantage d'apporter plus de rapidité sur la vitesse du clone quand les choses sont en interne. L'avantage de l'externe, c'est que vous pourrez le débrancher une fois que vous aurez fini votre clone et il sera donc sorti du circuit électrique. C'est après un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez. Moi personnellement, la solution dont je viens de vous parler, c'est selon moi ce que je trouve le mieux parce que moi j'ai acheté donc le boîtier. Je crois celui-ci vaut à peu près 40 €. Vous pouvez en trouver des moins chers, mais celui-ci est vraiment très bien. Et après, moi j'achète des disques durs nus. Et après, en fonction de la capacité dont j'ai besoin et des choses, ça me permet de les prendre un petit peu comme une clé USB géante. Je les plug comme une clé USB sur mon ordinateur. Je les branche dans ce dock et ça me donne l'espace dont j'ai besoin. Cela dit, si on regarde, là je vais repartager mon écran, mais si on regarde mon explorateur de fichiers, j'ai aussi 2 disques durs en interne. C'est-à-dire que là j'ai mon disque local et j'ai un disque où je stocke un certain nombre de vidéos, un certain nombre où je stocke mes données. Et là vous voyez sauvegarde Acronis tous les soirs. Bon là j'ai pas remis le système en place, mais en théorie tous les soirs je fais un clone de mon disque dur. C'est-à-dire là si on regarde donc mon explorateur de fichiers, mon disque dur principal est ici, donc qui fait 232 Go, c'est un SSD. Et tous les soirs à 20h, je le clone pour être sûr que je ne perds pas mon travail de la journée. Donc ça fait
Mon clone fait à peu près 70 Go, mais comme j'ai rajouté maintenant des choses dessus et que j'ai pas cloné depuis longtemps, là c'est un peu embêtant, mais sinon voilà, c'est le principe, c'est qu'en interne je stocke ici mes sauvegardes, donc c'est tout à fait le contraire de ce que je vous indiquais, hein, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne ici, sachant qu'un grand nombre des données que j'utilise et qui sont sensibles sont sur mon NAS, et auquel cas là c'est sauvegardé sur un autre disque dur et c'est sauvegardé toutes les semaines sur un disque dur externe. Donc là c'est vraiment si il faudrait vraiment que j'ai pas de chance pour tout perdre, et ce serait moindre mal parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses stockées sur le NAS, j'ai beaucoup de choses stockées sur le cloud, donc mon ordinateur c'est vraiment quelque chose je me sers que de la puissance, et quand je réinstalle je remets tout, mais assez rapidement. Donc voilà. Bon, je suis un peu sorti de votre question. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous attendiez comme réponse. Sinon, n'hésitez pas à vous reposer un complément et j'y répondrai avec plaisir. Bonjour Cédric, bonsoir Bernadette, bienvenue parmi nous. Un petit peu tardivement, mais en tout cas, soyez la bienvenue. Je vais regarder si, j'ai pas répondu à des questions de Jackie, donc je vais répondre à Jackie quand même. Alors, excusez-moi, j'ai cliqué sur envoyer sans le vouloir sur Windows 10 dans gestionnaire de périphériques. J'ai un petit triangle jaune sur IDT, High Definition Audio Codec. Et quand je clique pour mettre à jour sur le pilote, Windows rencontre une erreur. Alors, excusez-moi, j'ai cliqué sur envoyer sans le vouloir sur Windows 10. D'accord. Alors, dans gestionnaire de périphériques, j'ai un petit triangle jaune sur IDT, High Definition Audio. Alors, pour que tout le monde puisse suivre, le gestionnaire de périphériques, c'est quoi? Moi, je suis sur Windows 10. Lorsque vous faites un clic droit et que vous choisissez gestionnaire de périphériques, je vais repartager mon écran, sinon vous n'allez rien voir. Alors, je recommence. Donc, lorsque vous faites un clic droit sur le menu démarrer et que vous choisissez gestionnaire de périphériques, vous avez une liste de choses qui apparaissent, et notamment les choses qui sont connectées sur votre ordinateur. Donc votre carte graphique, votre carte réseau, un certain nombre de choses qui sont disponibles. Et ce que Jackie nous dit, c'est qu'il a un point jaune sur l'un d'eux, donc qui peut signaler un dysfonctionnement. Donc lorsque Jackie clique 2 fois dessus et qu'il choisit pilote, mettre à jour le pilote ici, il a un souci. Donc il faudrait déjà identifier ce que c'est, Jackie, parce que là c'est un peu compliqué. On va regarder éventuellement sur internet, parce que ça doit quand même être quelque chose de standard. IDT, High Definition Audio Codec. Alors, IDT High Definition Audio Windows 10. Alors, une réponse de chez Microsoft. On va voir s'il y a quelque chose de pertinent. Oula. Alors là, ça va être compliqué de vous répondre comme ça, Jackie, parce que ça peut venir de différentes choses. Là, je ne saurais pas vous dire. Je me demande si ça vient de votre carte graphique ou de votre carte son, parce que parfois, vous avez des pilotes de la carte graphique qui ne sont pas installés. Il faudrait voir ce que vous avez comme carte graphique. C'est un petit peu pointu pour que je vous réponde comme ça facilement. Il faudrait que vous regardiez. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais repartager mon écran. Clic droit, gestionnaire de périphérique. On va recommencer. Donc, vous cliquez 2 fois sur ce qui vous pose problème. Alors, je ne sais pas à quel endroit ça pourrait être. J'en sais rien. On va essayer. Est-ce que j'ai ça, moi? High Definition Audio. Périphérique, High Definition Audio. Donc, vous cliquez 2 fois sur le périphérique qui vous pose problème. Vous allez ensuite dans Détails. Vous cliquez ici sur Propriétés. Vous choisissez numéro d'identification du matériel. Vous allez arriver ici. Vous sélectionnez, vous cliquez sur CTRL-C, la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier, plus la touche C. Ça va vous copier la ligne. Et ensuite, vous collez la ligne directement dans Google pour voir éventuellement
ce qui va ressortir. Voilà, donc là vous voyez, je viens d'effectuer les manipulations et il me dit que Realtek High Definition Audio Driver. Donc ça veut dire qu'avec les choses que j'ai indiquées, c'est sûrement que j'ai une carte audio Realtek. Donc il faudra que je recherche dans cette direction. Éventuellement trouver vos pilotes Realtek pour réinstaller votre carte. Vous pouvez également utiliser les vidéos que j'ai faites directement dans votre espace membre. Dans toutes les vidéos gratuites, il y a 2 vidéos qui sont disponibles sur comment réinstaller ces pilotes. Donc voilà, comment trouver ces pilotes, partie 1 et 2, vidéos 72 et 71. Vous pouvez éventuellement les regarder pour avoir des précisions supplémentaires et prendre votre temps. Mais en tout cas, bon voilà, c'est un peu compliqué de répondre plus en détail à votre question, Jackie, je suis désolé, mais là, voilà, c'est trop particulier, il faudrait que je sois devant pour voir un peu quels sont les soucis. Mais vous avez déjà ces premières pistes pour tenter de résoudre votre problème. Ah là, on sent qu'il est 19h24, la fatigue est là. J'ai mieux résisté aujourd'hui que d'habitude, je trouve. Ma voix est encore à peu près là et voilà. Donc voilà, Jackie, vous pouvez regarder dans cette direction-là, à la fois ce que je viens de vous montrer là, ce que vous aurez en dispo en retransmission, et également à la fois sur les 2 vidéos dont je vous ai parlé dans les vidéos gratuites. Voilà, Jackie. Et de toute façon, vous pouvez vous rendre sur le forum et puis voilà, reposer votre question et qu'on puisse avoir le temps d'y apporter quelque chose de plus complet, de plus précis. Voilà, Jackie, désolé, mais c'est compliqué. Alors, Bernadette, je n'ai pas encore répondu à la question de Bernadette. Mon navigateur a été changé dans Google Chrome et remplacé par Astromeda Search. ADW Cleaner à lui seul peut-il résoudre le problème? J'ai peu de programmes installés sous Windows 7 64 bits. Alors, Bernadette, vous pouvez essayer ADW Cleaner, ça ne coûte rien, c'est un bon logiciel qui permet de nettoyer. Après, est-ce qu'à lui seul, il va permettre de résoudre le problème? Je n'en sais rien. Ce que vous pouvez faire de toute façon, puisque vous êtes membre plus, c'est vous rendre sur le site Formation Informatique avec Cédric, vous connecter en tant que membre plus, et ensuite vous rendre dans un PC rapide et sain qui se trouve ici. De toute façon, dans un premier temps, vous pouvez essayer ADW Cleaner, si ça marche très bien, et si ça ne marche pas, eh bien, vous pouvez accéder au guide, télécharger le guide en cliquant ici sur j'accède à mon guide pratique, et dans le guide, eh bien, vous avez toutes les opérations qui vous indiquent comment faire. Si toutefois, vous n'avez pas envie de le lire, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, et voilà, étape par étape, même s'il y a beaucoup d'images, vous avez la possibilité de suivre les étapes du guide en vidéo. Il y a 5 vidéos en dessous, donc désinstallation des logiciels parasites, je vous explique comment faire, nettoyage du système en profondeur, etc., etc., vérification des navigateurs, suppression des fichiers de traçage. Voilà, vous pouvez suivre les étapes des vidéos ou suivre les étapes du guide ou utiliser ADW Cleaner si ça suffit. Si vous êtes sur Windows 7, l'avantage, c'est que vous pourrez utiliser le guide dans son intégralité parce que tous les logiciels vont fonctionner, notamment ComboFix qui est un très bon logiciel de nettoyage. Voilà, lui va réussir à venir à bout de tout ça. En tout cas, j'ai pas partagé mon écran. Voilà, on va recommencer. C'est la fin, je vous le dis. Alors, vous vous rendez sur formationinformatiqueaveccedric.fr. Vous n'oubliez pas de vous authentifier en tant que membre plus. Ensuite, vous vous rendez ici, vous survolez accueil espace membre et vous vous rendez dans un PC rapide et sain. À cet endroit, vous avez le guide pratique qui est disponible. Vous cliquez ici pour accéder à votre guide. Il va vous le télécharger sur votre ordinateur. Vous pourrez le lire tranquillement. Pardon. Ou si vous ne voulez pas lire, vous avez en dessous les étapes du guide en vidéo, où là vous avez des vidéos où je vous explique comment nettoyer votre navigateur. Donc vous suivez bien les vidéos dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre précis à respecter. Les logiciels dont je parle ici dans le guide sont téléchargeables ici. Vous cliquez ici sur télécharger le pack de logiciels. Ils ont été mis à jour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis à jour les logiciels aujourd'hui. Et ça vous permettra, ah ben là ça y est, il est parti, il m'a téléchargé le guide. Et ça vous permettra de nettoyer votre ordinateur. Vous pouvez essayer, comme je vous le disais tout à l'heure, ADW Cleaner, parce que c'est un bon logiciel. Je ne sais pas si il sera en mesure de nettoyer votre navigateur.
Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est regarder, je vais à nouveau repartager, parce que j'avais fait une vidéo outil, me semble-t-il. Donc dans les vidéos outils, on commence à avoir un certain nombre de vidéos. La vidéo outil numéro... Voilà, la vidéo outil numéro 5, changez vos pages d'accueil sur les 4 navigateurs. Donc vous pouvez déjà essayer ça, parce que si ça se trouve, c'est pas grand chose, c'est juste votre page d'accueil qui a été changée quand vous êtes allé sur un site. Donc vous pouvez essayer en premier lieu cette vidéo, c'est la plus simple. Après, si ça marche pas, vous pouvez essayer ADW Cleaner, parce que ce sera plus simple. Et si ça marche toujours pas, eh bien, vous pouvez utiliser le guide Un PC rapide et sain. Et si ça marche toujours pas, eh bien, vous pouvez venir nous contacter sur le forum. Et à ce moment-là, eh bien, on trouvera une solution pour enlever ce programme. Voilà Bernadette, ça vous fait des premières pistes à suivre. À suivre, comme j'aime dire. Alors, Sébastien, Bernie, utilisez Malwarebytes. Alors, bonjour Cédric, je veux m'installer un anti-malware, que me conseilles-tu? Ah d'accord, bah, tout le monde répond, c'est parfait. Très bien, merci Sébastien. Alors, un anti-malware, Bernie, en effet, Malwarebytes, c'est bien. Donc attention, pour l'installation de Malwarebytes, de choisir la version, de décocher la case Premium quand vous allez l'installer, parce que sinon, pendant 30 jours, ça va fonctionner, après ça ne fonctionnera plus. Malwarebytes, c'est un bon anti-malware, mais qui n'est pas résident. Je crois me souvenir. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous le lanciez de temps en temps pour voir si vous avez des malwares ou pas. Alors je vais cocher les cases. Merci Sébastien pour la réponse. Bernie, c'était la question, voilà. Donc vous pouvez installer Malwarebytes. Je ne sais plus dans quelle vidéo vous pourriez trouver l'installation de Malwarebytes. Alors je vais repartager mon écran. Cette fois, je vais essayer de ne pas oublier. Lorsque vous êtes sur le site Formation Informatique avec Cédric, que vous vous êtes authentifié comme membre plus, vous pouvez vous rendre dans Mon PC toujours au top, me semble-t-il. Voilà. Mon PC toujours au top. Et à cet endroit-là, vous allez dans Assistance sur les vidéos du DVD. Et vous avez... Est-ce que c'est là? Voilà, c'est à cet endroit-là. Donc vous allez vous survoler accueil espace membre, vous allez dans Mon PC toujours au top, ensuite vous descendez dans Assistance sur les vidéos du DVD, vous prenez la 29 première analyse et suppression des logiciels espions, et là vous avez donc comment installer Malwarebytes, utilisation et installation. Donc vous suivez bien les étapes qui sont à l'écran, parce que eh bien, tout simplement sinon vous allez installer la version premium, et la version premium dans 30 jours elle ne marchera plus ou elle vous demandera de payer. Donc vous n'êtes pas obligé de le payer puisque la version gratuite est déjà très bien. Voilà Bernie, j'espère avoir répondu à votre question. Pardon. La voix est en train de partir. Et vous aussi. Alors, aujourd'hui, lorsque j'envoie un mail avec mon adresse Hotmail, non pas à partir de Gmail, mais bien à partir d'Outlook, mon correspondant peut quand même voir mon profil Google, mais peut-être est-ce irréversiblement associé. C'est une bonne question, Philibert. Je ne pourrais pas y répondre. Ce que vous pouvez faire, déjà dans un premier temps, c'est dissocier votre compte pour voir si ça vient de là. Est-ce que cette association se fait à cet endroit-là? Je sais pas. Là, honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, j'ai des comptes, j'ai un compte hotmail.fr, mais je m'en sers très peu. Donc, je sais pas comment ça se passe pour l'envoi, pour l'association des comptes entre les deux. Vous pouvez essayer en tout cas de dissocier votre compte Gmail de votre compte Hotmail. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, j'ai rien qui me vienne à l'esprit. En tout cas, pas la possibilité de le vérifier facilement. Je ferai peut-être des essais de mon côté avec mon adresse Hotmail, puisque mon adresse Hotmail est raccrochée à mon compte Gmail. Donc voilà, je suis un peu dans la même situation que vous. Donc je ferai peut-être des essais. Je vais le noter. Hotmail raccroché Gmail compte G+. Bon, voilà, j'espère que je verrai à quoi ça correspond. En tout cas,
en tout cas, n'hésitez pas à revenir sur le forum sur ce point-là. Ce sera plus simple de communiquer parce que là, j'ai pas de réponse vraiment pas pertinente à vous donner. Il faudra que je fasse des essais pour voir ce dont vous parlez. Je vais quand même relire à partir de... Mon correspondant peut quand même voir mon profil Google. Bon, à suivre, à suivre. J'ai pas de réponse tout de suite, Philibert, désolé. Alors, Bernie, rebonsoir Cédric. Où trouver les programmes au démarrage et comment les gérer dans Windows 10? Alors, les programmes du démarrage dans Windows 10, c'est un petit peu différent en effet des autres systèmes. Et où est-ce qu'on va les trouver? Alors, si je fais Windows R et que je choisis MS config, démarrage. Alors, donc je vais vous montrer comment ça se passe dans Windows 10. Je vais partager mon écran. Si je clique sur annuler, ça va pas bien se passer. Alors, partager, c'est parti. Alors, donc je vais faire Windows R pour lancer la commande exécuter. En bas à gauche, voilà, donc je la remets ici sur mon écran principal. À cet endroit-là, je vais taper msconfig, c'est la commande que j'utilisais avant sur Windows 7. Lorsque vous avez réalisé cette manipulation, vous arrivez ici sur configuration du système. Vous choisissez démarrage, l'onglet qui se trouve ici, et ensuite pour gérer les éléments de démarrage, utilisez la section au démarrage, vous cliquez ici, ouvrir le gestionnaire de tâches. Et lorsque vous avez cliqué ici, ça va vous ouvrir. Est-ce que j'ai partagé mon écran ? Oui, c'est bon. Et lorsque vous arrivez ici, eh bien, vous allez arriver directement dans le gestionnaire de tâches et dans ce qui se passe au démarrage. Alors, il y a peut-être un moyen plus simple d'y accéder, ça me fait penser. On va regarder. Oui. Lorsque vous êtes sur Windows 10, vous pouvez faire un clic droit sur la barre des tâches et choisir gestionnaire des tâches, qui est ici. Et ensuite, vous rendre sur l'onglet démarrage qui se trouve là. Et là, eh bien, vous voyez les programmes, pardon, et vous voyez les programmes qui se lancent au démarrage. Et à partir de là, vous pourrez sûrement choisir en faisant un clic droit et en choisissant soit désactiver, soit rechercher l'emplacement du fichier, soit les propriétés, de savoir ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez qu'il ne se lance plus au démarrage, vous faites un clic droit, vous choisissez désactiver et à ce moment-là, au prochain redémarrage, il ne se lancera pas. Vous pourrez à tout moment revenir dans démarrage et refaire clic droit activer, je suppose, pour qu'il se lance à nouveau au démarrage. Voilà Bernie, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, Philibert qui pose une question un petit peu différente de l'informatique. Doit-on saler le steak avant ou après la cuisson? J'avais cette réponse, fut un temps. Il me semble qu'il faut le saler après, parce que sinon ça fait saigner la viande. Mais à vérifier. Sûrement Google pourra vous donner la solution si vous ne la connaissez pas. Merci pour cette question, Philibert. Ça détend un peu l'atmosphère. Allez, 19h36, on va pas tarder à terminer. Nous sommes encore 15. Je vais répondre à la question de Sébastien et ensuite je voudrais vous parler de quelque chose. J'en reparlerai sur le forum. De toute façon, je vais mettre ça en place à un moment ou à un autre. Je vous dirai ça. Alors, j'aimerais acheter une imprimante qui me permette d'imprimer mes photos avec une belle couleur. Avez-vous un conseil à me donner? Alors, Sébastien, malheureusement, je n'ai pas de conseil à vous donner. En tout cas, j'ai des conseils à vous donner, je vais vous en donner, ne vous inquiétez pas, mais je préfère personnellement les imprimantes noir et blanc, parce que je n'imprime pas du tout de photos. Quand je souhaite imprimer une photo que j'ai prise soit avec mon smartphone, soit avec mon appareil, enfin quand j'avais un appareil photo, après je l'ai fait développer chez le photographe. Voilà, je trouve que le coût généré par une photo... J'en imprime tellement peu que c'est plus simple pour moi de l'imprimer chez le photographe plutôt que d'avoir à acheter l'imprimante, à acheter les cartouches. Ce qui donne le meilleur résultat aujourd'hui, c'est les jets d'encre, sauf que les jets d'encre, quand on les utilise pas souvent, l'encre elle sèche, après les bulles elles sèchent, après voilà. Donc le jet d'encre, c'est quelque chose qu'il faut utiliser souvent. Si vous imprimez beaucoup de photos, ça vaut le coup de faire le calcul du coût à la page. Après, si vous imprimez des photos vraiment ponctuellement, autant aller chez un photographe.
son imprimante sera de meilleure qualité, tout sera de meilleure qualité, le papier qu'il utilise, l'encre, etc. En tout cas, si c'est un photographe professionnel. Si vous faites ça à la maison, bah voilà, il faut choisir une bonne imprimante. Donc pour ce faire, moi si je devais choisir, si j'imprimais beaucoup de choses à la maison et que j'avais calculé que le coût à la page valait plus la peine de le faire à la maison, à la fois aussi pour le confort que ça apporte, j'irais sur les numériques. Je pense que sur les numériques, ils ont des tests imprimantes, mais sinon, on va sur Google et on choisit test imprimante couleur. Alors, voilà, test imprimante couleur. Et voilà, comparatif, choisir une imprimante jet d'encre multifonction sur les numériques. Donc vous cliquez ici, les numériques font de très bons dossiers sur les imprimantes. Donc là, vous aurez un certain nombre d'imprimantes qui ont été testées avec des avis qui sont donnés à la fois sur les utilisateurs, à la fois sur tout ça. Ce qu'il faut que vous preniez en compte lorsque vous allez regarder les informations qui sont données, je pense qu'au-delà de ce que va vous donner comme information ici les rédacteurs des numériques, je vais y arriver, c'est de voir combien coûtent les cartouches si vous devez les changer, parce que ça c'est vrai que ça devient vite un budget. L'imprimante en elle-même n'est pas forcément chère à l'achat, mais après dès que vous allez mettre des cartouches, voilà, est-ce que les cartouches sont séparées, est-ce que vous pouvez continuer d'imprimer quand une cartouche n'est plus est vide, ou est-ce qu'il faut forcément la changer pour continuer d'imprimer. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut regarder. Et après, en fonction un petit peu de votre budget, vous regardez les classements qu'ils ont donnés. Vous voyez, il y a beaucoup d'imprimantes. Vous pouvez en haut choisir un classement par les notes des numériques. Voilà, si vous voulez les imprimantes 5 étoiles, vous allez ici, vous choisissez les imprimantes 5 étoiles. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous avez un budget minimum, un budget maximum, si par exemple vous ne voulez pas dépasser, j'en sais rien moi, les 240 €, voilà, et bien vous aurez les imprimantes, si vous voulez encore descendre, 144 €, voilà. Vous avez les imprimantes qui ont été notées 5 étoiles avec un budget entre 39 et 150 €. Ça vous laisse le choix entre quelques imprimantes qui sont ici. Voilà, moi c'est ce que je ferais si je devais choisir une imprimante. J'ai pas forcément j'ai pas forcément toutes les informations, donc je me réfère à des gens qui font un travail sérieux de test, etc., pour voir un petit peu ça. Après, je prends en considération tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je vais regarder le prix des cartouches d'encre individuellement, je vais faire mon calcul du coût à la page pour savoir si ça vaut plus la peine de le faire chez un photographe ou plus la peine de le faire à la maison. Ça, c'est vraiment évidemment en fonction de la quantité de choses que vous imprimez. Si vous imprimez peu souvent, faites attention parce que l'encre va sécher, parce que l'imprimante, ça consomme de l'encre même quand on n'imprime pas, parce qu'il faut nettoyer les circuits, etc. etc. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire attention à ça. Et puis sinon, sur le site des numériques, il y a vraiment beaucoup d'informations, quel que soit ce que vous allez choisir, que ce soit un écran, que ce soit une imprimante, que ce soit un clavier. Ils ont vraiment beaucoup de dossiers et c'est vraiment un site de qualité. Voilà Sébastien. Bernie me dit merci. Eh bien, merci aussi à vous. Donc, merci à toutes et tous. On va s'arrêter là. Il est 19h40. Je voulais vous parler d'une chose que j'ai en tête. Les demandes à Cédric aujourd'hui sont réservées aux membres plus, et d'ailleurs c'est très bien comme ça, on est en petit comité, ça se passe très bien, ça dure 2 heures, c'est une fois par mois, c'est super. J'avais pour projet de faire des demandes à Cédric tous les jours, de 10h à 11h, pour que ce soit ouvert à tout le monde, à vos amis, aux gens qui sont pas forcément membres plus, pour un peu développer le site formation informatique avec Cédric.fr. Et ainsi pouvoir arriver à l'autonomie financière et développer d'autres projets, parce que j'ai énormément de projets en tête. Il y a les vidéos de la saison 2 que je voudrais avancer, les vidéos de la saison 3 auxquelles je pense, de la saison 4, etc. Plus tout ce que j'ai envie de développer autour de l'informatique pour vous aider encore plus. Donc mon idée, elle est là, c'est de faire tous les jours un demande à Cédric de 10h à 11h. Donc n'hésitez pas, je vais lancer un sujet sur le forum, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le forum pour en discuter, pour savoir si vous pensez que vos amis pourraient être intéressés. De 10 à 11, c'est pas, j'ai pas envie de toucher tout le monde, on va toucher les gens qui sont disponibles de 10h à 11h. Surtout les seniors, les gens qui sont la cible de formation informatique avec Cédric. Je sais qu'il n'y a pas que des seniors et qu'un certain nombre d'entre vous êtes plus jeunes, mais en tout cas voilà, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre de gens. J'ai été énormément touché par toutes les personnes qui ont fait des dons au mois de mars. Ça a été vraiment exceptionnel.
Je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, et ça m'a donné envie d'aider plus de gens, de plus vous aider, d'être un peu plus disponible, parce que c'est vrai que bon, l'avantage des demandes à Cédric en direct, bah, c'est de pouvoir voilà, interagir quotidiennement, avoir des sujets de vidéo, avoir voilà, des retours, de pouvoir vous aider. Je peux pas répondre à toutes les questions, il y a des questions auxquelles je sais pas, hein, je peux pas tout savoir, heureusement. Et voilà, donc c'est ça l'idée. J'espère que je vais poster un message sur le forum, vous demander votre avis. Je pense que c'est un petit peu contraignant parce que voilà, c'est 1 heure tous les jours, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, je pense que voilà, ça peut être un bon développement. Ça veut dire voilà, aider plus de personnes, ça veut dire toucher plus de personnes, ça veut dire avoir peut-être plus de rentrées et grâce à ces rentrées pouvoir voilà, embaucher quelqu'un ou aider quelqu'un qui pourra aussi m'aider, parce qu'il y a aujourd'hui sur une journée quand je tourne une vidéo, quand je mets une vidéo en ligne, bon, même si elle dure 5 minutes, même si elle dure une demi-heure, il faut le temps de la faire, il faut le temps de la monter, il faut le temps de l'intégrer sur le site, il faut le temps d'en faire la promotion sur les différents réseaux sociaux, il faut le temps de l'intégrer sur YouTube, il faut trouver les mots-clés, il faut, voilà. C'est toute une logistique, voilà. Quand je mets une vidéo de 5 minutes en ligne, on a l'impression que c'est rien. Moi, mettre une vidéo de 5 minutes en ligne, c'est quasiment aussi long que de mettre une vidéo de 30 minutes en ligne. Donc, voilà, l'idée ce serait de me développer pour pouvoir voilà, et demander à des gens de m'aider et que je délègue le travail qui me prend aujourd'hui beaucoup de temps. Parce que voilà, mettre en ligne une vidéo, ça me prend entre 2 et 3 heures pour toutes les manipulations, sans compter le temps de la tournée. Donc ce serait vraiment histoire d'augmenter le nombre pour pouvoir faire tout ça. Donc voilà, je pense que je vais bientôt interagir là-dessus sur le forum. J'espère que vous aurez la possibilité de me donner votre avis, voir voilà, si vous pensez que vos amis pourraient être intéressés, si vous allez, vous de votre côté, en parler autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre mail, etc. Savoir si vous êtes prêt à faire ça, parce que c'est vrai que ça sert à rien que je sois disponible 1 heure par jour de mon temps si personne n'est là, même si ça va se développer grâce à YouTube, même si ça va se développer grâce à certains médias dont j'espère je vais pouvoir en parler. Mais voilà, vous serez les premiers, nous serons l'épicentre de cette explosion, si je puis dire, et voilà, pour un peu avoir votre avis. En tout cas, merci beaucoup pour vos dons, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Même s'il y a eu tous ces petits cafouillages. Et puis, je vous dis à très bientôt autour des prochaines vidéos. Là, j'ai noté ce que j'avais à faire. J'ai pris des notes pour faire mes devoirs. Et donc, la semaine prochaine, voilà, il y a les vidéos qui seront disponibles. Et voilà. En tout cas, merci encore. Je vous souhaite bon appétit, 19h45. Je vous souhaite également un bon week-end. Et comme le veut la tradition, à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci à tous. Au revoir.